Alexandre Beaumont regardait par la grande baie vitrée de son bureau au 42e étage, observant Paris s'étendre à ses pieds comme un tapis de lumière scintillante. À 38 ans, il était l'un des hommes les plus riches de France, dirigeant un empire financier qui s'étendait sur 3 continents. Ses cheveux noirs légèrement grisonnant aux tempes et ses yeux d'un bleu glacial reflétaient une détermination forgée par des années de lutte acharnée dans le monde impitoyable des affaires. Pourtant, derrière cette façade de réussite se cachait un homme brisé, hanté par la perte de sa femme Isabella, décédée dans un accident de voiture 3 ans auparavant, laissant derrière elle leur fille unique, Emma, âgée alors de 5 ans. Depuis cette tragédie, Alexandre avait érigé un mur autour de son cœur, se consacrant exclusivement à ses affaires et à l'éducation de sa fille. Il avait juré de ne plus jamais laisser l'amour entrer dans sa vie, considérant ce sentiment comme une faiblesse dangereuse qui ne pouvait que mener à la souffrance. Son monde était désormais régi par la logique, les chiffres et le contrôle absolu. Emma était tout ce qui comptait, et il ferait n'importe quoi pour la protéger et lui offrir la meilleure éducation possible, même si cela signifiait engager une succession de nounous et de précepteurs pour compenser son absence due à ses obligations professionnelles. Ce matin-là, Alexandre était particulièrement contrarié. Madame Dubois, la nounou d'Emma depuis 6 mois, venait de donner sa démission, prétextant que les exigences de son employeur étaient impossibles à satisfaire. C'était la 5e nounou en 2 ans, et Alexandre commençait à désespérer de trouver quelqu'un capable de répondre à ces critères stricts. Une éducation irréprochable, une expérience solide avec les enfants, une discrétion absolue et surtout la capacité de maintenir une distance professionnelle appropriée. Il ne voulait pas d'une femme qui pourrait développer des sentiments inappropriés ou, pire encore, tenter de séduire le père de son élève. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un like pour m'encourager à continuer. Que pensez-vous du personnage d'Alexandre? Trouvez-vous sa méfiance compréhensible ou excessive? Laissez-moi vos impressions en commentaire. L'interphone grésilla sur son bureau, interrompant ses sombres pensées. « Monsieur Beaumont », dit la voix de sa secrétaire, Madame Laurent, « l'agence de placement a envoyé une nouvelle candidate pour le poste de nounou. Elle est arrivée avec quelques minutes d'avance et attend dans le salon de réception. » Alexandre soupira et consulta sa montre. Il avait prévu cet entretien à 15 heures et il était à peine 14h50. Au moins, cette femme était ponctuelle, ce qui était déjà un point positif dans un monde où tant de gens semblaient incapables de respecter les horaires. « Faites-la monter dans 5 minutes, répondit-il d'un ton sec. Il avait besoin de ces quelques instants pour se préparer mentalement à ce qui serait probablement un énième entretien décevant. Il sortit le dossier que l'agence lui avait envoyé la veille et l'ouvrit pour la 3e fois depuis le matin. Mademoiselle Léa Moreau, 26 ans, diplômée de la Sorbonne en littérature française et en psychologie de l'enfant, parlant couramment français, anglais et italien. Elle avait travaillé pendant 4 ans dans une prestigieuse école privée de Londres avant de rentrer en France pour des raisons personnelles. Ses références étaient impeccables. Ses anciens employeurs ne tarissaient pas d'éloges sur ses qualités professionnelles et humaines. Sur le papier, elle semblait parfaite, peut-être même trop parfaite. Alexandre avait appris à se méfier des candidats qui paraissaient n'avoir aucun défaut. Dans son expérience, ceux-ci cachaient souvent les pires surprises. Il referma le dossier et se dirigea vers le miroir accroché près de la porte de son bureau pour ajuster sa cravate. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme séduisant malgré la fatigue qui marquait ses traits. Ses employés le surnommaient l'iceberg en raison de sa froideur légendaire, un surnom qu'il portait comme une armure protectrice. Quelques minutes plus tard, Madame Laurent frappa discrètement à la porte avant de l'ouvrir. « Monsieur Beaumont, Mademoiselle Moreau », annonça-t-elle en s'effaçant pour laisser entrer la candidate. Alexandre leva les yeux de ses documents et sentit quelque chose se figer dans sa poitrine. La femme qui venait d'entrer dans son bureau ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Grande, élégante, avec des cheveux châtains clairs remontés en un chignon sophistiqué, elle portait un tailleur bleu marine parfaitement coupé qui soulignait sa silhouette sans être provoquant. Mais ce qui frappa le plus Alexandre, ce furent ses yeux, d'un vert émeraude profond. Ils brillaient d'une intelligence vive et d'une chaleur qui contrastait singulièrement avec l'environnement austère du bureau. « Bonjour, Monsieur Beaumont », dit-elle d'une voix mélodieuse, en s'avançant avec assurance. « Je suis Léa Moreau,
Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. » Elle lui tendit une main ferme, et quand leurs paumes se touchèrent, Alexandre ressentit une étrange décharge électrique qu'il s'empressa de réprimer. « Asseyez-vous, mademoiselle Moreau », répondit-il d'un ton volontairement froid en désignant le fauteuil face à son bureau. Il retourna s'asseoir dans son imposant fauteuil de cuir noir, mettant ainsi une distance sécurisante entre eux. « J'ai étudié votre dossier », commença-t-il sans préambule. « Vos qualifications sont impressionnantes. Cependant, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez quitté votre poste à Londres. Les références que vous avez fournies indiquent que vous étiez très apprécié là-bas. » Léa ne sembla pas surprise par cette question directe. Elle croisa élégamment ses jambes et posa ses mains sur ses genoux avant de répondre. « C'est une question légitime, monsieur Beaumont. J'ai quitté Londres parce que ma mère est tombée gravement malade et qu'elle avait besoin de moi. Elle est maintenant rétablie, mais cette expérience m'a fait réaliser à quel point la famille était importante. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce poste m'intéresse particulièrement. » Alexandre arqua un sourcil intrigué malgré lui. « Comment cela ?» demanda-t-il. Léa sourit légèrement, et ce sourire illumina tout son visage d'une façon qui troubla Alexandre plus qu'il ne voulait l'admettre. « Parce que je comprends ce que représente la perte d'un parent pour un enfant, » répondit-elle doucement. « J'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans, et je sais combien il est important d'avoir des adultes bienveillants autour de soi dans ces moments-là. Emma a perdu sa mère très jeune, et même si je ne peux pas la remplacer, je peux être une présence stable et rassurante dans sa vie. » Cette réponse déstabilisa Alexandre. La plupart des candidates précédentes avaient mis l'accent sur leurs qualifications techniques ou leur expérience, mais aucune n'avait montré une telle compréhension de la situation émotionnelle d'Emma. Il se pencha légèrement en avant, son intérêt éveillé malgré ses réticences. « Parlez-moi de votre approche pédagogique, » dit-il. « Emma est une enfant brillante mais difficile parfois. Elle a tendance à tester les limites et n'hésite pas à défier l'autorité quand quelque chose ne lui convient pas. » Léa hocha la tête avec compréhension. « Les enfants qui ont vécu un traumatisme ont souvent besoin de tester les adultes, qui entrent dans leur vie pour s'assurer qu'ils ne vont pas les abandonner à leur tour, » expliqua-t-elle. « Emma teste probablement vos nounous pour voir si elles vont rester malgré ses comportements difficiles. Mon approche consisterait à établir des limites claires mais bienveillantes, à être patiente et cohérente, et surtout à lui montrer qu'elle peut compter sur moi quoi qu'il arrive. » Elle marqua une pause avant d'ajouter « J'aimerais aussi l'encourager à exprimer ses émotions de manière saine, peut-être à travers l'art, l'écriture ou la musique. » Alexandre fut impressionné par cette analyse. C'était exactement ce dont Emma avait besoin, même s'il ne l'avait jamais formulé aussi clairement. « Vous semblez avoir une bonne compréhension de la psychologie enfantine, » admit-il. « Cela dit, je dois vous avertir que mes exigences sont très strictes. Emma suit un programme éducatif rigoureux, cours de piano, cours de français, mathématiques avancées et apprentissage de l'anglais et de l'italien. Elle doit également maintenir une excellente conduite en toutes circonstances. Je ne tolère aucun relâchement dans son éducation. »« Je comprends votre désir d'offrir le meilleur à votre fille, » répondit Léa avec diplomatie. « Cependant, puis-je me permettre de suggérer qu'un enfant de 8 ans a aussi besoin de temps pour jouer, rêver et simplement être un enfant ? L'équilibre entre l'excellence académique et l'épanouissement personnel est crucial pour son développement harmonieux. » Alexandre fronça les sourcils. Cette femme osait critiquer ses méthodes éducatives. Pourtant, quelque chose dans sa façon de s'exprimer, respectueuse mais ferme, l'empêcha de la rabrouer immédiatement. « Emma aura tout le temps d'être une enfant insouciante plus tard, » répliqua-t-il sèchement. « Pour l'instant, elle doit acquérir les bases qui lui permettront de réussir dans la vie. Le monde est impitoyable, mademoiselle Moreau, et je refuse qu'elle ne soit pas préparée à l'affronter. » Léa soutint son regard sans ciller. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Beaumont, Emma n'aura que 8 ans une seule fois dans sa vie. Cette période de l'enfance est précieuse et irremplaçable. Bien sûr, elle doit apprendre et se développer intellectuellement, mais elle a aussi le droit d'être heureuse, de rire, de faire des bêtises parfois. C'est cela qui forge la personnalité et l'équilibre émotionnel. » Un silence tendu s'installa dans le bureau. Alexandre observait cette femme qui osait lui tenir tête avec un mélange d'agacement et d'admiration. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis des années. Ses employés, ses associés, même ses amis les plus proches, évitaient soigneusement de contredire le redoutable Alexandre Beaumont.
Et voilà qu'une simple candidate au poste de nounou remettait en question sa philosophie éducative avec une assurance tranquille qui le désarçonnait complètement. « Vous êtes bien audacieuse, mademoiselle Moreau, » dit-il finalement, sa voix portant une pointe d'amusement malgré lui. « La plupart des gens n'osent pas me contredire aussi ouvertement. » Léa sourit et Alexandre remarqua qu'elle avait une petite fossette sur la joue droite qui apparaissait quand elle souriait vraiment. « Je ne cherche pas à vous contredire, monsieur Beaumont, » répondit-elle. « Je cherche à comprendre comment je peux servir au mieux les intérêts d'Emma. Et parfois, les intérêts d'un enfant ne coïncident pas exactement avec les attentes de ses parents, même les plus aimants. » Cette réponse toucha Alexandre plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Depuis la mort d'Isabella, il s'était concentré sur ce qu'il pensait être le mieux pour Emma, sans vraiment se préoccuper de ce qu'elle ressentait ou désirait. Il chassa rapidement cette pensée troublante et se redressa dans son fauteuil. « Très bien, » dit-il d'un ton redevenu professionnel. « Supposons que je vous engage. Quelles seraient vos conditions ?» Léa parut surprise par ce changement de sujet abrupt, mais elle s'adapta rapidement. « Mes conditions sont simples. Je souhaite avoir une certaine autonomie dans l'organisation des activités d'Emma, bien sûr dans le respect de vos directives générales. J'aimerais aussi pouvoir communiquer directement avec vous concernant son évolution et ses besoins. »« Et financièrement ?» demanda Alexandre. « Le salaire proposé par l'agence me convient parfaitement, » répondit Léa. « Ce qui m'importe, c'est de pouvoir faire du bon travail avec Emma. » Alexandre fut, encore une fois, surpris. La plupart des candidates précédentes avaient tenté de négocier une augmentation, des avantages supplémentaires ou des congés particuliers. Cette femme semblait réellement motivée par l'intérêt de l'enfant plutôt que par les aspects matériels du poste. « Mademoiselle Moreau, » dit-il après un moment de réflexion, « j'aimerais que vous rencontriez Emma avant que je prenne ma décision finale. Seriez-vous disponible demain après-midi » Le visage de Léa s'illumina. « Bien sûr, ce serait un plaisir, » répondit-elle avec enthousiasme. « Y a-t-il quelque chose de particulier que je devrais savoir sur ses goûts, ses centres d'intérêt actuels ?» Alexandre réfléchit un instant. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait vraiment parlé avec Emma de ce qu'elle aimait, en dehors de ses résultats scolaires ? Elle aime les histoires, dit-il finalement, se souvenant des soirées où Isabella lisait des contes à leur fille. Et elle dessine beaucoup, bien que ce ne soit pas vraiment encouragé dans son programme actuel. Il regretta immédiatement cette dernière remarque, qui révélait peut-être trop de choses sur sa façon rigide d'élever Emma. Mais Léa ne fit aucun commentaire, se contentant de hocher la tête avec intérêt. « J'apporterai quelques livres d'histoire et du matériel de dessin alors, » dit-elle simplement. L'entretien se termina sur cette note et Alexandre raccompagna Léa jusqu'à la porte de son bureau. Quand elle lui serra la main pour lui dire au revoir, il ressentit de nouveau cette étrange sensation électrique qui le mit mal à l'aise. Après son départ, il resta longtemps debout devant sa baie vitrée, perdu dans ses pensées. Cette femme était différente de toutes les autres candidates. C'était indéniable. Elle avait une façon de s'exprimer, une présence qui l'intriguait malgré lui. Mais c'était précisément cette attraction qu'il ressentait, qui l'inquiétait. Alexandre avait bâti sa nouvelle vie sur le contrôle et la distance émotionnelle. Il ne pouvait pas se permettre d'engager quelqu'un qui risquerait de perturber cet équilibre si difficilement atteint. Pourtant, quelque chose lui disait que Léa Moreau pourrait être exactement ce dont Emma avait besoin. Le dilemme était cruel, choisir entre sa propre tranquillité d'esprit et le bonheur potentiel de sa fille. Ce soir-là, Alexandre rentra plus tôt que d'habitude dans son hôtel particulier du 16e arrondissement. La demeure, héritée de sa famille, était un exemple parfait de l'architecture haussmannienne avec ses hauts plafonds, ses moulures délicates et ses grandes fenêtres donnant sur un jardin privé. Mais malgré sa beauté et son élégance, la maison semblait froide et impersonnelle depuis la mort d'Isabella. Les rires et la chaleur humaine qui l'animaient autrefois avaient disparu, laissant place à un silence pesant que seuls les pas des domestiques venaient parfois troubler. Emma était dans sa chambre, occupée à faire ses devoirs sous la surveillance de Madame Dubois, qui assurerait encore quelques jours avant son départ définitif. Alexandre monta voir sa fille, comme il le faisait chaque soir, pour vérifier ses progrès et s'assurer que tout se passait bien. Il frappa doucement à la porte et entra dans la chambre décorée avec un goût exquis mais qui manquait cruellement de la fantaisie et du désordre créatif typique d'une chambre d'enfant. « Bonsoir, papa », dit Emma en levant les yeux de son cahier de mathématiques.
À 8 ans, elle était déjà d'une beauté saisissante, avec les cheveux noirs de son père et les yeux bleus de sa mère. Mais Alexandre remarqua qu'elle avait l'air fatiguée, presque triste. « Bonsoir, ma chérie », répondit-il en s'approchant pour regarder son travail. « Comment s'est passée ta journée ?» Emma haussa les épaules avec une indifférence qui serra le cœur d'Alexandre. « Comme d'habitude, papa. J'ai eu ma leçon de piano, puis français, puis mathématiques. Maintenant, je fais mes exercices. » Alexandre s'assit sur le bord du lit, ce qu'il faisait rarement. « Emma, est-ce que tu es heureuse ?» demanda-t-il impulsivement. La question sembla surprendre la petite fille, qui posa son crayon et le regarda avec de grands yeux. « Je ne sais pas, papa, » répondit-elle avec une honnêteté désarmante. « Qu'est-ce que ça veut dire, être heureuse ?» Cette réponse bouleversa Alexandre. Comment sa fille de 8 ans pouvait-elle ne pas savoir ce que signifiait le bonheur? Être heureuse, c'est avoir envie de rire, de jouer, d'apprendre des choses qui t'intéressent, expliqua-t-il maladroitement. C'est se sentir bien dans sa peau et avoir hâte de se réveiller le matin pour vivre une nouvelle journée. Emma réfléchit un moment à cette définition. « Alors je ne crois pas que je sois heureuse, papa, » dit-elle finalement. « Je n'ai jamais envie de me réveiller le matin. Mes journées sont toujours les mêmes, et j'ai l'impression d'être enfermé dans une cage dorée. » Ces mots firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac d'Alexandre. Sa fille, qu'il croyait protégée et préparée au mieux pour l'avenir, se sentait prisonnière de la vie qu'il avait construite pour elle. « Emma, » commença-t-il, cherchant ses mots, « tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Je veux que tu aies toutes les chances de réussir dans la vie. » La petite fille hocha la tête avec sagesse. « Je sais, papa, mais parfois j'aimerais juste être une petite fille normale, jouer dans le jardin, dessiner, lire des histoires, comme avant, quand maman était là. » Le cœur d'Alexandre se serra douloureusement. Emma se souvenait donc de cette époque bénie où Isabella apportait la joie et la spontanéité dans leur foyer. « Tu te souviens de ta maman ?» demanda-t-il doucement. Le visage d'Emma s'illumina pour la première fois de la soirée. « Oh oui, elle me racontait des histoires merveilleuses et on faisait de la peinture ensemble. Elle disait que j'étais son petit rayon de soleil et qu'il fallait que je garde toujours mon sourire. » Les larmes montèrent aux yeux d'Alexandre. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait vu sa fille sourire vraiment? Cette nuit-là, Alexandre ne parvint pas à trouver le sommeil. Il arpentait son bureau privé, réfléchissant aux paroles d'Emma et repensant à son entretien avec Léa Moreau. Cette femme avait peut-être raison. Peut-être qu'en voulant protéger Emma de toute souffrance, il l'avait privée de toute joie. Peut-être qu'il était temps de prendre le risque de laisser entrer un peu de douceur et de fantaisie dans leur existence trop bien réglée. Le lendemain matin, Alexandre appela l'agence pour confirmer la venue de Léa Moreau dans l'après-midi. Il passa ensuite un coup de fil à son bureau pour annuler ses rendez-vous de fin de journée. Décision qui surprit énormément sa secrétaire, tant il était rare qu'Alexandre modifie son emploi du temps pour des raisons personnelles. Il voulait être présent lors de la rencontre entre Léa et Emma, non seulement pour observer leur interaction, mais aussi pour voir sa fille à travers les yeux de cette femme qui semblait comprendre intuitivement les besoins des enfants. À 15 heures précises, Léa Moreau se présenta à la porte de l'hôtel particulier. Alexandre l'accueillit personnellement, ce qui était inhabituel car il laissait généralement ce soin à ses domestiques. Elle portait une robe simple mais élégante de couleur vert tendre qui faisait ressortir ses yeux, et ses cheveux étaient rassemblés en une tresse souple qui lui donnait un air plus jeune et plus décontracté que la veille. Elle tenait un sac en toile duquel dépassèrent quelques livres et ce qui ressemblait à du matériel artistique. « Bonjour, monsieur Beaumont », dit-elle avec un sourire chaleureux. « J'ai hâte de rencontrer Emma. » Alexandre la guida à travers les couloirs richement décorés jusqu'au salon familial, une pièce que la famille utilisait rarement depuis la mort d'Isabella. Emma était assise à une petite table, finissant un exercice de calligraphie sous l'œil vigilant de Madame Dubois. Quand elle leva les yeux et vit la nouvelle venue, son expression se figea dans une méfiance prudente qui brisa le cœur d'Alexandre. « Emma, » dit-il doucement, « je te présente Mademoiselle Moreau. Elle aimerait faire ta connaissance. » Léa s'approcha lentement, sans brusquer l'enfant, et s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour Emma, » dit-elle d'une voix douce. « Ton papa m'a dit que tu aimais les histoires et le dessin. Moi aussi, j'adore ça. J'ai apporté quelques livres et du matériel d'art, si tu as envie qu'on regarde ensemble. » Emma observait Léa avec attention, comme si elle cherchait à percer ses intentions. « Vous êtes la nouvelle nounou ?» demanda-t-elle finalement. « Peut-être, » répondit Léa honnêtement. « Cela dépendra de toi aussi. Si on s'entend bien et si tu penses qu'on pourrait passer de bons moments ensemble, alors oui,
j'aimerais beaucoup m'occuper de toi. Cette réponse parut surprendre Emma, habituée à ce que les adultes prennent des décisions la concernant sans lui demander son avis. Les autres nounous ne m'ont jamais demandé ce que je pensais, observa-t-elle. Eh bien, moi, ton opinion m'intéresse beaucoup, répondit Léa avec sincérité. Après tout, c'est toi qui vas passer du temps avec moi, alors il est important que tu te sentes à l'aise. Elle sortit un livre de son sac, un recueil de contes illustrés aux couleurs vives. Est-ce que tu aimerais qu'on regarde ce livre ensemble? Il y a des histoires de princesses courageuses, de dragons gentils et de forêts enchantées. Les yeux d'Emma s'illuminèrent, mais elle jeta un regard inquiet vers son père, comme si elle demandait la permission de se laisser aller à l'intérêt. Alexandre comprit ce regard et hocha la tête en souriant. « Vas-y, ma chérie, tu peux ranger tes cahiers pour aujourd'hui. » Emma ne se fit pas prier et abandonna immédiatement son exercice de calligraphie pour s'installer à côté de Léa sur le canapé. Alexandre s'assit dans un fauteuil en face d'elle, observant avec fascination la transformation qui s'opérait chez sa fille. En quelques minutes, Léa avait réussi à faire disparaître la tension et la méfiance du visage d'Emma, la remplaçant par une curiosité et un enthousiasme qu'Alexandre n'avait pas vu depuis des mois. Léa ouvrit le livre et commença à lire l'histoire d'une petite princesse qui refusait de rester enfermée dans son château et partait à l'aventure pour découvrir le monde. Elle lisait avec expression, donnant une voix différente à chaque personnage, et Emma l'écoutait avec une attention captivée. Parfois, Léa s'arrêtait pour montrer une illustration ou pour demander à Emma ce qu'elle pensait que la princesse allait faire. L'enfant participait de plus en plus, donnant son avis, posant des questions, riant aux passages amusants. « Est-ce que tu aimerais dessiner la princesse de l'histoire ?» proposa Léa quand elles eurent fini le conte. Emma hocha vigoureusement la tête et Léa sortit de son sac du papier à dessin de qualité, des crayons de couleur et des pastels. « On peut dessiner ici ?» demanda Emma en regardant la table basse en marqueterie précieuse. Alexandre allait protester, inquiet pour ses meubles de valeur, mais Léa avait déjà étalé une grande feuille de papier pour protéger la surface. « Bien sûr, » dit-elle à Emma. « L'art, c'est fait pour être créé partout où l'inspiration nous prend. » Elle s'installa par terre à côté de la table basse et Emma la rejoignit immédiatement, ravie de pouvoir adopter cette position décontractée qu'aucune de ses précédentes nounous n'aurait jamais autorisée. Elles commencèrent à dessiner ensemble. Léa, guidant Emma avec des conseils techniques, tout en laissant libre cours à sa créativité. Alexandre regardait cette scène avec un mélange d'émerveillement et de douleur. Il voyait sa fille s'épanouir sous ses yeux, redevenir l'enfant joyeuse et créative qu'elle était avant la tragédie. Mais il réalisait aussi à quel point il l'avait privée de ces moments simples de bonheur. Léa ne cherchait pas à impressionner ou à faire preuve d'autorité. Elle était simplement présente, à l'écoute, bienveillante. Elle riait avec Emma, l'encourageait, la laissait faire des choix. « Regarde, mademoiselle Léa !» s'exclama Emma en montrant son dessin. « J'ai fait la princesse avec une robe violette et des ailes de fée. » Léa admira le dessin avec un enthousiasme sincère. « C'est magnifique, Emma. J'adore les couleurs que tu as choisies. Et ces ailes, quelle belle idée. Ta princesse peut voler au-dessus des nuages. » Emma rayonnait de fierté. « Papa, viens voir mon dessin, » appela-t-elle. Et Alexandre se leva pour s'approcher. Il s'agenouilla à côté de sa fille et examina son œuvre. Le dessin était effectivement remarquable pour une enfant de son âge, plein de détails imaginatifs et de couleurs vives. « C'est vraiment très beau, Emma, » dit-il avec sincérité. « Tu as beaucoup de talent. » Emma sourit, un vrai sourire spontané qui transforma complètement son visage. « Maman disait toujours que j'étais douée pour dessiner, » murmura-t-elle. Elle disait que j'avais hérité de son côté artistique. Un silence ému s'installa. Alexandre sentit sa gorge se serrer à l'évocation d'Isabella. Léa posa doucement sa main sur l'épaule d'Emma. « Ta maman avait raison, » dit-elle doucement. « Et tu sais quoi ? Je suis sûre qu'elle serait très fière de ce dessin. Les mamans qui nous aiment continuent de veiller sur nous même quand elles ne sont plus là physiquement. » Emma leva vers elle des yeux brillants de larmes contenues. « Vous croyez vraiment ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « J'en suis certaine, » répondit Léa avec conviction. « L'amour d'une maman, c'est éternel. Il vit dans ton cœur, dans tes souvenirs, dans tout ce qu'elle t'a appris, dans tous les beaux moments que vous avez partagés ensemble. » Emma essuya discrètement une larme qui avait roulé sur sa joue et hocha la tête. Alexandre observait cette interaction avec une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cette femme savait parler à sa fille d'Isabella sans dramatiser, sans éviter le sujet,
comme le faisaient tous les autres adultes de l'entourage d'Emma. Elle normalisait la présence de cette mère disparue dans la vie de l'enfant, ce qui était exactement ce dont Emma avait besoin. L'après-midi passa comme dans un rêve. Léa et Emma enchaînèrent ses activités créatives. Après le dessin, elles inventèrent ensemble une histoire dont Emma était l'héroïne, puis elles construisirent un château avec des coussins du salon, transformant l'espace austère en royaume imaginaire. Alexandre n'avait jamais vu sa fille aussi animée, aussi naturelle. Elle riait aux éclats, posait 1000 questions, débordait d'idées et d'énergie créative. C'était comme si Léa avait libéré une partie d'Emma qui était restée prisonnière trop longtemps. « Papa, est-ce que mademoiselle Léa peut rester dîner avec nous ?» demanda Emma quand l'heure du goûter arriva. Alexandre fut pris au dépourvu par cette demande. Il n'avait jamais mélangé sa vie privée et ses obligations professionnelles, et inviter la future nounou de sa fille à partager un repas familial lui semblait franchir une ligne invisible. Mais le regard suppliant d'Emma et l'espoir qu'il lisait dans ses yeux le firent hésiter. « Je ne voudrais pas m'imposer, » dit Léa, diplomatiquement sentant son embarras. « Et j'imagine que vous avez vos habitudes familiales. » Mais Emma insista. « S'il vous plaît, papa, on pourrait continuer à jouer après, et mademoiselle Léa pourrait me raconter une autre histoire avant de partir. » Alexandre regarda sa fille, si radieuse, si vivante, et prit une décision qui le surprit lui-même. « Si cela vous fait plaisir, mademoiselle Moreau, vous êtes la bienvenue à notre table, » dit-il. Le dîner fut une révélation pour Alexandre. Pour la première fois depuis des années, les repas ne furent pas ponctués par ces questions sur les devoirs et les leçons d'Emma, mais par des conversations animées sur les histoires qu'elles avaient lues, les dessins qu'elles avaient créés, les projets qu'elles envisageaient. Léa avait le don de transformer les sujets les plus anodins en aventures passionnantes. Elle parla à Emma de ses voyages, des différents pays qu'elle avait visités, des langues qu'elle parlait, et surtout, elle écoutait avec une attention sincère tout ce que la petite fille avait à dire. « Mademoiselle Léa, » dit Emma pendant qu'elles dégustèrent le dessert, « est-ce que vous connaissez des histoires de princesses qui ne se marient pas avec des princes ?» Léa sourit. « Bien sûr, il y a plein d'histoires de princesses qui préfèrent partir à l'aventure, devenir exploratrices, ou même diriger leur royaume toutes seules. Pourquoi cette question ?» Emma réfléchit un moment. « Parce que papa dit toujours que je dois devenir forte et indépendante, alors je me demandais s'il y avait des princesses comme ça. » Alexandre fut touché par cette réflexion. Sa fille avait écouté et intégré ses conseils sur l'indépendance, mais elle avait besoin de modèles féminins forts pour s'identifier. « Ton papa a absolument raison, » dit Léa. « Et sais-tu quoi? Les vraies princesses de l'histoire étaient souvent des femmes très courageuses qui dirigeaient des armées, construisaient des châteaux ou découvraient de nouveaux territoires. Je pourrais te raconter leurs histoires si tu veux. » Les yeux d'Emma brillèrent d'excitation. « Oh oui, j'aimerais beaucoup. » Après le dîner, Léa tint sa promesse et raconta à Emma l'histoire de Jeanne d'Arc en adaptant le récit pour qu'il soit accessible à une enfant de 8 ans. Elle parla de cette jeune fille courageuse qui avait osé défier les conventions de son époque pour sauver son pays. Emma écoutait avec fascination, posant des questions pertinentes qui montraient qu'elle comprenait parfaitement les enjeux du récit. Alexandre, qui écoutait depuis le pas de la porte, était impressionné par la façon dont Léa réussissait à mélanger histoire, morale et divertissement. Quand vint l'heure pour Emma d'aller se coucher, elle supplia Léa de rester encore un peu. « S'il vous plaît, juste une petite histoire avant de dormir », demanda-t-elle avec ses yeux les plus irrésistibles. Alexandre allait refuser, considérant qu'il était déjà tard et que la journée avait été assez riche en émotions, mais Léa proposa un compromis. « Et si on inventait ensemble une très courte histoire pendant que tu te prépares pour la nuit? Une histoire de 2 minutes, pas plus. » Emma accepta avec enthousiasme et elles montèrent ensemble à l'étage. Alexandre les suivit, curieux de voir comment Léa allait gérer ce moment délicat du coucher. Il avait toujours eu du mal avec cette étape de la journée, ne sachant pas comment créer cette atmosphère de tendresse et de sécurité qu'Isabella maîtrisait si bien. Léa aida Emma à choisir son pyjama, la laissant prendre ses propres décisions, tout en veillant discrètement à ce qu'elle n'oublie rien d'important. Pendant qu'Emma se brossait les dents, Léa examina sa chambre avec intérêt. « Ta chambre est très belle, » dit-elle, « mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. » Emma cracha son dentifrice et la regarda avec curiosité. « Quoi donc? »« Il manque toi, » répondit Léa en riant. « Je ne vois aucun de tes dessins accrochés au mur, aucun de tes livres préférés,
aucun objet qui te ressemble vraiment. Une chambre, c'est comme un écrin pour la personnalité de celui qui y vit. Emma jeta un regard vers son père, comme si elle cherchait sa permission pour exprimer ce qu'elle ressentait vraiment. Alexandre l'encouragea d'un hochement de tête. « C'est vrai que ma chambre ne me ressemble pas beaucoup, » admit Emma. « J'aimerais bien pouvoir accrocher mes dessins et avoir plus de livres d'histoire, et peut-être une petite étagère pour mes trésors. » Léa sourit. « Tes trésors? Quels trésors ?» Emma rougit légèrement. « J'ai une boîte secrète avec des cailloux jolis que j'ai trouvés dans le jardin, des fleurs séchées et quelques photos de maman. » Le cœur d'Alexandre se serra. Il ignorait qu'Emma collectionnait secrètement ces petits objets qui avaient une signification pour elle. « Où caches-tu cette boîte ?» demanda-t-il doucement. Emma hésita, puis alla chercher sous son lit une petite boîte en carton qu'elle avait décorée avec des gommettes colorées. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant effectivement une collection hétéroclite d'objets qui n'avaient de valeur que sentimentale. Des galets lisses, des feuilles d'automne pressées, des photos d'Isabella souriant, et même un petit flacon contenant ce qui ressemblait à du sable. « C'est du sable de la plage où on est allé avec maman l'été avant qu'elle... » Emma ne finit pas sa phrase, mais Alexandre comprit. C'était du sable de leurs dernières vacances en famille, à Nice, quelques mois avant l'accident. Il avait complètement oublié ce voyage, trop douloureux à évoquer, mais Emma avait précieusement conservé ce souvenir tangible. « C'est un très beau trésor, » dit Léa avec respect. « Chaque objet raconte une histoire importante de ta vie. Il faudrait leur trouver une place d'honneur dans ta chambre. » Emma se glissa dans son lit, serrant contre elle un petit ours en peluche usé qu'Alexandre ne l'avait pas vu prendre depuis longtemps. « Maintenant, l'histoire promise, » dit Léa en s'asseyant au bord du lit. Elle inventa une courte histoire sur une petite fille qui découvrait que tous ces trésors cachés avaient des pouvoirs magiques. Les cailloux lui permettaient de voyager dans le temps. Les fleurs séchées lui donnaient la capacité de parler aux animaux. Et les photos lui permettaient de dialoguer avec les personnes qu'elle aimait, même quand elles étaient loin. Emma s'endormit avec un sourire paisible sur les lèvres, son ours en peluche dans les bras et sa boîte à trésors posée sur sa table de chevet, enfin libre d'exister au grand jour. Alexandre éteignit doucement la lumière et sortit de la chambre avec Léa. Dans le couloir, un silence confortable s'installa entre eux. « Merci, » dit finalement Alexandre. « Je n'avais pas vu Emma aussi heureuse depuis très longtemps. »« C'est une petite fille merveilleuse, » répondit Léa. « Qu'elle a juste besoin qu'on lui permette d'être elle-même. Elle a tant de choses à offrir, tant de créativité et de sensibilité à exprimer. » Ils descendirent ensemble au salon où Alexandre proposa à Léa de boire un verre avant qu'elle ne reparte. Elle accepta un thé et ils s'installèrent dans les fauteuils près de la cheminée éteinte. L'atmosphère était différente de celle de leur entretien professionnel de la veille, plus détendue, plus personnelle. « Puis-je vous poser une question ?» dit Alexandre après avoir servi le thé. Léa hocha la tête. « Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à vouloir ce travail ? Je veux dire, avec vos qualifications, vous pourriez enseigner dans les meilleures écoles privées, diriger un programme éducatif, ou même créer votre propre institution. Pourquoi choisir d'être nounou ?» Léa réfléchit un moment à sa réponse, tournant sa tasse entre ses mains. « Parce que c'est avec les enfants que je me sens le plus utile, » dit-elle finalement. Les enfants ont cette capacité merveilleuse de voir le monde avec des yeux neufs, de s'émerveiller pour des choses simples, de créer de la beauté à partir de rien. Quand je peux aider un enfant à s'épanouir, à découvrir ses talents, à gagner en confiance, j'ai l'impression de participer à quelque chose de vraiment important, plus important que tous les diplômes ou les postes prestigieux du monde. Cette réponse toucha Alexandre plus profondément qu'il ne s'y attendait. Et Emma, que pensez-vous d'elle vraiment ? Léa sourit, et Alexandre remarqua encore une fois cette fossette qui apparaissait sur sa joue. Emma est exceptionnelle. Elle a une intelligence remarquable, mais surtout, elle a une sensibilité et une capacité d'empathie rare pour son âge. Elle observe tout, comprend tout, ressent tout très intensément. C'est à la fois sa force et sa vulnérabilité. Sa vulnérabilité, répéta Alexandre intrigué. Oui, les enfants hypersensibles comme Emma ont besoin d'un environnement particulièrement bienveillant pour s'épanouir. Ils captent toutes les émotions autour d'eux, tous les non-dits, toutes les tensions. Si on les pousse trop fort ou si on nie leurs besoins émotionnels, ils peuvent se replier sur eux-mêmes ou développer des mécanismes de défense qui étouffent leur personnalité naturelle. Alexandre fronça les sourcils. « Êtes-vous en train de me dire que j'ai mal élevé ma fille ?»
Léa secoua la tête rapidement. Pas du tout. Vous avez fait de votre mieux dans des circonstances difficiles. Perdre sa femme et se retrouver seul avec un enfant, c'est l'une des épreuves les plus dures qu'un homme puisse traverser. Ce que je dis, c'est qu'Emma a des besoins spécifiques qui demandent peut-être une approche différente de celle que vous avez adoptée jusqu'à présent. Quelle approche ? Demanda Alexandre, sincèrement curieux. Il commençait à comprendre que cette femme pouvait lui apprendre des choses importantes sur sa propre fille. Emma a besoin d'exprimer ses émotions, bonnes ou mauvaises. Elle a besoin de créer, de rêver, d'avoir des moments de pure spontanéité. Mais elle a aussi besoin de se sentir en sécurité, de savoir qu'on l'aime inconditionnellement, même quand elle fait des erreurs ou qu'elle a des réactions difficiles. « Vous pensez qu'elle ne se sent pas aimée ?» demanda Alexandre, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Je pense qu'elle se sent aimée, mais conditionnellement, » répondit Léa avec douceur. « Aimée quand elle a de bonnes notes, quand elle se comporte bien, quand elle correspond à vos attentes. Mais elle a besoin de savoir qu'elle sera aimée même si elle échoue, même si elle pleure, même si elle n'est pas parfaite. » Cette analyse fit l'effet d'une révélation à Alexandre. Sans s'en rendre compte, il avait effectivement conditionné son affection aux performances de sa fille. « Comment puis-je changer cela ?» demanda-t-il humblement. Léa fut touchée par cette question. Beaucoup de parents auraient réagi de manière défensive, mais Alexandre montrait une véritable volonté de remettre en question ses méthodes pour le bien d'Emma, en lui montrant que vous l'aimez pour ce qu'elle est, pas seulement pour ce qu'elle fait, répondit-elle, en passant du temps avec elle, sans agenda éducatif, juste pour le plaisir d'être ensemble, en vous intéressant à ses goûts, à ses rêves, à ses peurs, en lui parlant de sa mère sans que ce soit tabou. Alexandre absorba ses conseils en silence. Puis, impulsivement, il demanda « Accepteriez-vous le poste ?» Léa le regarda avec surprise. « Vous ne voulez pas réfléchir encore? Prendre d'autres références ?» Alexandre secoua la tête. « J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir aujourd'hui. Emma vous fait confiance, ce qui ne lui arrive jamais avec les étrangers. Et vous comprenez des choses sur ma fille que moi-même j'ignorais. Dans ce cas, j'accepte avec joie, répondit Léa, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. Quand souhaiteriez-vous que je commence? Alexandre réfléchit. Madame Dubois part vendredi. Pourriez-vous commencer lundi prochain? Léa hocha la tête. Parfait. Cela me laissera le week-end pour préparer quelques activités spéciales pour Emma. Ils discutèrent encore quelques minutes des aspects pratiques. Horaires, responsabilités, règles de la maison. Puis Léa se leva pour partir. Alexandre la raccompagna jusqu'à la porte d'entrée. Sur le perron, elle se retourna vers lui. « Monsieur Beaumont, puis-je vous dire quelque chose ?» Il hocha la tête. « Emma a beaucoup de chance d'avoir un père qui l'aime autant que vous. Elle le sait, même si elle ne sait pas toujours comment l'exprimer. Avec un peu de patience et de douceur, vous allez retrouver cette complicité que vous aviez avec elle quand sa maman était là. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Alexandre. « Merci Léa, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. À lundi. » Elle lui sourit et s'éloigna dans la nuit parisienne. Alexandre resta longtemps sur le perron à regarder ses feux arrière disparaître au bout de la rue. Quelque chose avait changé en lui ce soir. Pour la première fois depuis la mort d'Isabella, il ressentait autre chose que de la résignation ou de la colère. Il ressentait de l'espoir. Le week-end qui suivit fut différent de tous ceux qu'Alexandre avait vécus depuis 3 ans. Au lieu de passer ses journées au bureau comme il en avait l'habitude, il décida de rester à la maison avec Emma. Le samedi matin, il l'emmena au marché aux puces de Saint-Ouen, un endroit qu'il n'avait jamais visité, mais où Léa avait suggéré qu'il pourrait trouver des objets intéressants pour décorer la chambre d'Emma, selon ses goûts. Emma était aux anges. Elle découvrait un monde nouveau, coloré et chaotique, si différent de l'univers feutré et ordonné dans lequel elle évoluait habituellement. Elle s'extasiait devant de vieilles poupées au visage patiné, des livres d'occasion aux couvertures usées, des bibelots hétéroclites qui racontaient chacun une histoire. Alexandre la regardait s'émerveiller et se demandait pourquoi il ne l'avait jamais emmenée dans ce genre d'endroit auparavant. « Papa, regarde !» s'exclama Emma devant l'étal d'un brocanteur. « Il y a une boîte exactement comme celle de maman. » Alexandre s'approcha et découvrit effectivement une petite boîte à bijoux en bois sculpté, similaire à celle qu'Isabella utilisait et qu'Emma admirait tant quand elle était petite. La boîte était ornée de petites roses gravées et possédait plusieurs compartiments secrets. « Elle te plaît ?» demanda Alexandre. Emma hocha vigoureusement la tête. « Elle pourrait servir pour mes trésors. » Alexandre acheta la boîte sans hésiter.
ainsi qu'un petit miroir ancien au cadre argenté et une lampe de chevet dont l'abat-jour était décorée de papillons colorés. Emma choisit aussi quelques livres d'histoire et une petite étagère en bois qu'elle voulait peindre elle-même. Ils rentrèrent à la maison, les bras chargés de leurs trouvailles, et Emma passa l'après-midi à réorganiser sa chambre avec ses nouveaux trésors. Le dimanche, Alexandre eut une autre idée. Il sortit de son coffre-fort une boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis la mort d'Isabella. Elle contenait des photos de famille, des lettres, des petits objets ayant appartenu à sa femme. Il la porta dans le salon où Emma lisait un de ses nouveaux livres. « Emma, dit-il en s'asseyant à côté d'elle, j'aimerais te montrer quelque chose. » Ensemble, ils explorèrent les souvenirs contenus dans la boîte. Alexandre raconta à sa fille des anecdotes sur sa mère qu'elle ne connaissait pas. Comment Isabella avait peint sa première aquarelle à l'âge de 6 ans. Comment elle avait adopté un chat errant qu'elle avait appelé Picasso. Comment elle chantait faux, mais avec tant d'enthousiasme que personne n'osait le lui dire. Emma écoutait avec fascination, découvrant une mère qu'elle avait à peine eu le temps de connaître. « Papa, dit-elle à un moment, est-ce que tu penses que maman aurait aimé mademoiselle Léa ?» Alexandre réfléchit à cette question. « Je pense qu'elle l'aurait beaucoup aimé, » répondit-il sincèrement. « Ta maman avait le même don que mademoiselle Léa pour voir la beauté et la magie dans les choses simples, et elle aurait été heureuse de savoir qu'il y a quelqu'un pour te faire rire et t'encourager à créer. » Emma sourit et se blottit contre son père. « Moi aussi, j'aime beaucoup mademoiselle Léa. Elle me fait me sentir normal. » Cette réflexion bouleversa Alexandre. Sa fille de 8 ans ne s'était pas sentie normale jusqu'à présent. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. Emma chercha ses mots. « Avec les autres nounous, j'avais l'impression d'être un petit robot qui devait toujours bien faire, toujours être sage, toujours réussir. Avec mademoiselle Léa, j'ai l'impression d'être juste Emma. Elle s'intéresse à ce que je pense, à ce que je ressens, pas seulement à mes notes ou à ma conduite. » Alexandre serra sa fille dans ses bras, réalisant l'ampleur des changements qu'il devait opérer dans sa façon de l'élever. « Emma, je veux que tu saches que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour que je t'aime. Je t'aime exactement comme tu es, curieuse, créative, sensible, intelligente. Et si j'ai parfois été trop stricte, c'est parce que je voulais te protéger, pas parce que tu n'étais pas assez bien. » Emma leva vers lui des yeux brillants de larmes heureuses. « Je le sais, papa. Et maintenant, avec mademoiselle Léa, on va pouvoir apprendre ensemble à être une vraie famille. » Le lundi matin arriva plus vite qu'Alexandre ne l'avait prévu. Il était étrangement nerveux à l'idée de revoir Léa, ce qui l'agaçait, car il n'avait pas ressenti ce genre d'émotion depuis des années. Il avait choisi avec soin sa tenue, optant pour un costume gris anthracite moins formel que ses habituels costumes noirs, et avait même demandé à son coiffeur de passer à domicile pour rafraîchir sa coupe. Quand il se regarda dans le miroir, il ne put s'empêcher de penser qu'il ressemblait plus à l'homme qu'il était avant la tragédie. Emma, de son côté, était surexcitée. Elle avait préparé un petit spectacle pour accueillir Léa, une danse qu'elle avait inventée et un poème qu'elle avait écrit en son honneur. Elle avait aussi disposé dans sa nouvelle boîte à bijoux tous ses trésors, impatiente de les montrer à sa nouvelle nounou. Alexandre fut attendri par ces préparatifs, qui montraient à quel point Emma était heureuse de cette arrivée. À 9 heures précises, la sonnette de l'entrée retentit. Emma courut ouvrir, Alexandre sur ses talons. Léa se tenait sur le perron, souriante et radieuse dans une robe jaune pâle, qui lui donnait l'air d'un rayon de soleil. Elle portait un grand sac en toile et une mallette qui semblait contenir du matériel pédagogique. « Bonjour Emma, bonjour Monsieur Beaumont, » dit-elle joyeusement. « J'ai hâte de commencer cette aventure avec vous. » Emma se jeta pratiquement dans ses bras, oubliant les règles de bienséance qu'on lui avait inculquées. Léa la serra contre elle avec affection, puis salua Alexandre d'une poignée de main chaleureuse. « J'espère que vous avez passé un bon week-end, » dit-elle. Alexandre sourit, se remémorant ces 2 jours si différents de l'ordinaire. « Excellent, merci. Emma a hâte de vous montrer sa chambre réaménagée. » Les yeux de Léa s'illuminèrent. « Vraiment? J'ai hâte de voir ça. » Ils montèrent tous les 3 à l'étage, et Emma ouvrit sa porte avec fierté. Sa chambre était effectivement transformée. Les objets chinés au marché aux puces avaient trouvé leur place, créant une atmosphère plus personnelle et plus chaleureuse. La petite étagère était maintenant peinte en bleu turquoise et accueillait les nouveaux livres d'Emma ainsi que sa boîte à trésors fièrement exposée. Quelques-uns de ses dessins étaient accrochés au mur, apportant des touches de couleur et de fantaisie. « Emma, c'est magnifique !» s'exclama Léa avec un enthousiasme sincère. « Ta chambre te ressemble maintenant. »
Et cette boîte, comme elle est belle !» Emma rayonnait de fierté et entreprit de faire visiter chaque recoin à Léa, expliquant l'origine de chaque objet et les projets qu'elle avait pour l'aménagement. Alexandre les observait, touché par cette complicité qui s'installait si naturellement entre elles. La matinée se déroula à merveille. Léa avait préparé un programme équilibré qui alternait les activités éducatives traditionnelles avec des approches plus créatives. Elle commença par évaluer le niveau d'Emma dans différentes matières, non pas à travers des tests ennuyeux, mais en proposant des jeux et des défis stimulants. Elle découvrit ainsi qu'Emma avait des capacités remarquables en littérature et en art, mais qu'elle manquait de confiance en mathématiques, non par manque de compétences, mais par peur de faire des erreurs. Les mathématiques, c'est comme un puzzle géant, expliqua Léa à Emma. Chaque problème est un petit mystère à résoudre. Et tu sais quoi? Même les plus grands mathématiciens du monde font des erreurs. L'important, c'est d'essayer, de chercher, de réfléchir. Les erreurs nous apprennent autant que les bonnes réponses. Cette approche détendit immédiatement Emma, qui se mit à aborder les exercices avec plus de sérénité. À midi, Alexandre proposa à Léa de déjeuner avec eux, ce qu'elle accepta volontiers. Le repas fut joyeux et décontracté, Emma racontant avec enthousiasme sa matinée d'apprentissage. « Mademoiselle, Léa m'a dit qu'Archimède avait crié « Eureka !» dans son bain quand il a trouvé son théorème, raconta-t-elle. Et on va faire une expérience avec de l'eau et des objets pour comprendre comment ça marche. Alexandre fut impressionné par cette façon ludique d'enseigner les sciences. L'après-midi fut consacré aux activités artistiques. Léa avait apporté différents matériaux, aquarelles, pastels, argile, tissus colorés. Elle proposa à Emma de créer un carnet de voyage imaginaire où elle pourrait dessiner et raconter les aventures qu'elle aimerait vivre. « Où aimerais-tu aller en premier ?» demanda Léa. Emma réfléchit intensément. « Dans la forêt enchantée où habitait maman quand elle était petite », répondit-elle finalement. Cette réponse surprit Alexandre. Emma n'avait jamais mentionné cette forêt enchantée auparavant. Léa, elle, sembla comprendre immédiatement. « Raconte-moi cette forêt », dit-elle en sortant une grande feuille de papier. Emma ferma les yeux, se concentrant. « Maman m'a dit qu'elle habitait dans une maison au bord d'une forêt quand elle était petite. Elle y allait pour ramasser des châtaignes et des champignons avec son grand-père. Il y avait des écureuils qui venaient manger dans sa main et des cerfs qui n'avaient pas peur d'elle. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Isabella lui avait effectivement raconté ses souvenirs d'enfance, mais il avait oublié qu'elle les avait partagés avec Emma. Sa fille avait conservé précieusement ses récits et les avait transformés en un lieu magique dans son imagination. « C'est un endroit merveilleux pour commencer ton carnet de voyage, » dit Léa. « Dessine-moi cette forêt comme tu l'imagines. » Emma se mit au travail avec concentration et Alexandre fut émerveillé par le résultat. Sa fille dessina un paysage féerique où les arbres semblaient danser, où des animaux souriants se promenaient librement, où des champignons colorés servaient de maison à de petites créatures fantastiques. Au centre du dessin, elle représenta une petite fille qui ressemblait étrangement à Isabella enfant, la main tendue vers un écureuil confiant. « C'est maman quand elle était petite », expliqua Emma en montrant le personnage. « Elle était heureuse dans sa forêt enchantée. Un jour, j'irai la voir là-bas. » Alexandre dut sortir un moment pour reprendre ses esprits. Cette façon qu'avait Emma de maintenir un lien avec sa mère décédée à travers l'imaginaire était à la fois bouleversante et libératrice. Léa avait permis à sa fille d'exprimer des sentiments qu'elle gardait enfouis depuis trop longtemps. Quand il revint, Léa et Emma étaient en train d'inventer une histoire à partir du dessin. Elles créaient ensemble un récit où la petite fille de la forêt recevait la visite d'une princesse venue du futur, Emma elle-même, qui venait lui apporter des messages d'amour de sa fille grandie. Cette histoire improvisée permit à Emma d'exprimer son amour pour sa mère d'une manière créative et apaisante. Alexandre comprit que Léa n'évitait pas le sujet d'Isabella, mais au contraire, elle l'intégrait naturellement dans la vie quotidienne d'Emma, permettant à l'enfant de maintenir un lien sain avec ses souvenirs maternels. La première semaine de Léa dans la famille Beaumont se déroula comme un rêve. Chaque jour apportait son lot de découvertes et de petits bonheurs. Emma s'épanouissait visiblement. Elle riait plus, parlait davantage, posait des questions sur tout et rien. Et surtout, elle retrouvait cette spontanéité enfantine que l'éducation rigide des années précédentes avait étouffée. Ses progrès scolaires étaient remarquables, non pas parce qu'elle travaillait plus dur,
mais parce qu'elle abordait l'apprentissage avec plaisir et curiosité. Alexandre, de son côté, découvrait une nouvelle facette de la paternité. Les conseils discrets de Léa l'aidaient à créer des moments de complicité avec sa fille. Il apprenait à s'intéresser aux petits détails de sa journée, à l'écouter, vraiment quand elle lui racontait ses aventures imaginaires, à participer parfois à ses jeux créatifs. Un soir, il la trouva en train de dessiner dans le salon, et, impulsivement, il prit un crayon pour dessiner avec elle. Emma fut tellement surprise et ravie de cette initiative qu'elle en oublia de critiquer le bonhomme informe que son père avait gribouillé. « Papa dessine presque aussi mal que moi au début », avait-elle dit en riant, et Alexandre avait ri avec elle, réalisant qu'il n'avait pas partagé un moment de fou rire avec sa fille depuis des années. Ces instants de légèreté lui rappelaient l'homme qu'il était avant de devenir l'iceberg du monde des affaires. Un homme capable de tendresse, d'humour, de simplicité. Mais ce qui troublait le plus Alexandre, c'était l'effet que Léa avait sur lui. Sa présence dans la maison transformait l'atmosphère de façon subtile, mais indéniable. Elle apportait avec elle une douce chaleur humaine qui réchauffait les pièces les plus froides de l'hôtel particulier. Quand elle riait avec Emma, quand elle fredonnait en préparant les activités, quand elle arrangeait un bouquet de fleurs cueillies dans le jardin, Alexandre sentait quelque chose se réveiller en lui, quelque chose qu'il croyait à jamais endormi. Il se surprenait à guetter le son de sa voix quand il rentrait le soir, à chercher des prétextes pour prolonger les conversations après le coucher d'Emma, à observer à la dérobée la grâce naturelle de ses gestes quand elle évoluait dans la maison. Léa avait cette capacité rare de rendre beaux les moments les plus ordinaires. Un goûter avec Emma devenait une cérémonie du thé digne d'Alice au pays des merveilles. Une leçon de géographie se transformait en voyage autour du monde. Une promenade dans le jardin révélait des trésors botaniques insoupçonnés. Un vendredi soir, Alexandre rentra plus tôt que d'habitude et trouva Léa et Emma dans le salon, installées par terre autour d'un puzzle géant représentant la carte du monde. Elles étaient si concentrées qu'elles ne l'entendirent pas arriver. Il resta un moment sur le seuil à les observer, touché par cette scène d'intimité tranquille. Léa guidait patiemment Emma, l'encourageait quand elle hésitait, célébrait chaque petite victoire. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, elle avait une trace de crayon sur la joue et Alexandre la trouva plus belle que jamais dans cette simplicité naturelle. « Papa !» s'exclama Emma en le voyant. « Viens voir, on a presque fini. L'Europe ! Mademoiselle Léa m'a raconté plein d'histoires sur les pays. » Alexandre s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. « Et quelle est l'histoire qui t'a le plus plu ?» demanda-t-il. Emma réfléchit sérieusement. « L'histoire des gondoliers de Venise qui chantent des sérénades aux amoureux. Mademoiselle Léa dit qu'un jour, on pourrait aller voir les vraies gondoles, si tu veux bien. » Alexandre croisa le regard de Léa et il eut une excuse muette pour cette suggestion spontanée. « Nous verrons, ma chérie, dit-il doucement. Mais c'est vrai que Venise est une ville magnifique. » Il ne put s'empêcher d'imaginer un instant Emma et Léa admirant les canaux vénitiens, et cette image lui procura un étrange sentiment de plénitude qu'il chassa rapidement de son esprit. Cette nuit-là, Alexandre eut du mal à s'endormir. Allongé dans son grand lit vide, il repensait à la scène du salon, à la façon dont Léa et Emma semblaient former naturellement une équipe, à l'harmonie qui régnait dans sa maison depuis l'arrivée de cette femme. Pour la première fois depuis la mort d'Isabella, il se sentait moins seul. Mais cette sensation le terrifiait autant qu'elle le réconfortait. Il avait juré de ne plus jamais laisser l'amour entrer dans sa vie, de ne plus jamais prendre le risque de souffrir comme il avait souffert. Le samedi matin, Alexandre décida de passer la journée entière avec Emma, comme il le faisait désormais chaque week-end. Léa n'était pas supposée travailler, mais quand Emma lui demanda si elle pouvait rester pour leur sortie prévue au jardin du Luxembourg, Alexandre ne put refuser. « Si cela ne vous dérange pas de consacrer votre samedi à nous, dit-il à Léa, vous êtes la bienvenue. » Le sourire radieux de Léa et les bonds de joie d'Emma lui confirmèrent qu'il avait pris la bonne décision. La journée au Luxembourg fut magique. Emma découvrit les plaisirs simples d'un samedi parisien. Nourrir les canards du bassin, faire naviguer un petit voilier, regarder les enfants monter sur les poneys du manège. Léa avait apporté un carnet de croquis et encouragea Emma à dessiner tout ce qui attirait son attention. Alexandre les regardait évoluer ensemble et se surprit à imaginer que c'était ainsi qu'aurait pu être sa vie si Isabella avait vécu. « Monsieur Beaumont, dit Léa quand Emma fut partie acheter une gaufre à un stand, j'espère que vous ne me trouvez pas trop envahissante. »
Je ne voudrais pas outrepasser mes fonctions. Alexandre fut surpris par cette question. Envahissante? Certainement pas. Au contraire, vous nous faites beaucoup de bien, à Emma et à moi. Il hésita, puis ajouta, « Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ma fille aussi heureuse. Et cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi vivant. » Cette confession spontanée sembla émouvoir Léa. « Emma est une enfant extraordinaire, dit-elle doucement. Et vous êtes un père merveilleux, même si vous en doutez parfois. Il faut juste vous faire confiance à votre instinct paternel. » Alexandre la regarda intensément. Dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi, avec ses cheveux qui dansaient dans la brise et ses yeux verts pétillants de bienveillance, Léa lui parut d'une beauté à couper le souffle. Il dut faire un effort considérable pour détourner son regard, quand Emma revint en courant avec sa gaufre. Le dimanche, Alexandre eut une impulsion qu'il ne s'expliqua pas lui-même. Il invita Léa à venir déjeuner en famille, prétextant qu'Emma souhaitait lui montrer sa nouvelle recette de cookies. En réalité, l'idée de passer un dimanche entier sans voir Léa lui était devenue insupportable, ce qui l'inquiétait profondément. Il se mentait à lui-même en prétendant que cette invitation était uniquement pour faire plaisir à Emma. Léa arriva vers 11 heures, apportant des ingrédients pour faire des cookies aux pépites de chocolat et à la lavande, une recette qu'elle tenait de sa grand-mère provençale. La cuisine, habituellement domaine exclusif des domestiques, se transforma en laboratoire de pâtisserie joyeux et désordonné. Emma était aux anges. Mélanger la pâte, lécher la cuillère, saupoudrer de la farine partout. Alexandre, d'abord réticent à participer à ce qu'il considérait comme un chaos culinaire, se laissa finalement entraîner par l'enthousiasme des deux femmes de sa vie. « Papa, tu mets trop de farine ?» protesta Emma en riant quand Alexandre tenta de l'aider. « Et toi, tu en mets partout sauf dans le saladier ?» répliqua-t-il, amusé de voir sa fille couverte de blanc de la tête aux pieds. Léa observait leurs échanges avec tendresse, heureuse de voir cette complicité père-fille qui s'épanouissait enfin librement. Quand elle tendit un torchon à Alexandre pour qu'il essuie le nez d'Emma, leurs mains se frôlèrent, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne put ignorer l'électricité qui passa entre eux. L'après-midi se prolongea naturellement. Après avoir dégusté les cookies encore tièdes, ils s'installèrent dans le salon où Emma organisa un spectacle improvisé. Elle chanta une chanson qu'elle avait apprise avec Léa, récita un poème de son invention et présenta une danse créative sur une musique de Chopin. Alexandre et Léa formaient un public enthousiaste et indulgent, applaudissant chaque performance avec un égal bonheur. Quand Emma monta faire sa sieste, Alexandre et Léa se retrouvèrent seuls dans le salon baigné de soleil. Un silence confortable s'installa, mais sous cette tranquillité apparente, une tension nouvelle palpitait. Alexandre observait Léa qui feuilletait distraitement un livre de contes, et il ne pouvait s'empêcher d'admirer la courbe gracieuse de son cou quand elle penchait la tête, la douceur de ses mains aux ongles courts et soignés, la façon dont la lumière caressait sa peau diaphane. « Léa !» dit-il impulsivement, puis s'arrêta, réalisant qu'il ne savait pas comment continuer. Elle leva les yeux vers lui et il y lut une interrogation muette. « Je voulais vous remercier, » reprit-il maladroitement, « pour tout ce que vous faites pour Emma et pour moi. Vous avez transformé notre vie en quelques semaines seulement. » Léa sourit, mais Alexandre crut percevoir une ombre de tristesse dans son regard. « C'est mon travail, monsieur Beaumont, et c'est un plaisir de m'occuper d'Emma. Appelez-moi Alexandre, s'il vous plaît, dit-il. Et ce que vous faites va bien au-delà de votre travail. Vous nous redonnez la joie de vivre. » Léa baissa les yeux, troublée par l'intensité de son regard. « Alexandre, » murmura-t-elle, testant son prénom sur ses lèvres. Le prénom résonna étrangement dans la pièce, créant une intimité nouvelle entre eux. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » continua-t-elle après un moment d'hésitation. Alexandre sentit son cœur s'accélérer. « Quoi donc ?» Léa prit une profonde inspiration. « Je crois que mes sentiments envers cette famille dépassent le cadre professionnel. Je ne veux pas que cela pose un problème, je ne veux surtout pas nuire à Emma, mais je ne peux pas continuer à prétendre que je ne ressens rien. » Cette confession bouleversa Alexandre. Depuis des semaines, il luttait contre des sentiments similaires, persuadant qu'il était le seul à ressentir cette attraction grandissante. « Léa, » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Je sais que vous n'êtes pas prêt pour ce genre de complications. Je respecte votre deuil, votre besoin de protéger Emma et vous-même. Si vous préférez que je parte, je comprendrai. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. » Alexandre la regarda.
Cette femme courageuse qui venait de lui offrir sa vulnérabilité sur un plateau d'argent, prête à sacrifier son bonheur pour leur tranquillité. « Non, dit-il fermement. Ne partez pas, Emma. Emma a besoin de vous. Et moi. » Il marqua une pause, luttant contre 3 années de résistance émotionnelle. « Moi aussi, j'ai besoin de vous. Plus que je ne devrais, plus que je ne l'ai voulu. » Il se leva et s'approcha d'elle, tendant la main pour caresser doucement sa joue. « Depuis la mort d'Isabella, j'ai cru que mon cœur était mort avec elle. Vous me prouvez que je me trompais. » Léa ferma les yeux sous sa caresse, s'abandonnant à cette tendresse qu'elle espérait depuis si longtemps. « Alexandre, murmura-t-elle, je ne veux pas prendre la place d'Isabella. Je ne veux pas être un pansement sur votre douleur. Si nous tentions quelque chose ensemble, il faudrait que ce soit pour de vraies raisons, pas par solitude ou par commodité. » Alexandre fut touché par cette exigence. Cette femme ne voulait pas n'importe quoi de lui. Elle voulait son cœur entier, ou rien. « Isabella était l'amour de ma jeunesse, » dit-il lentement. « Vous pourriez être l'amour de ma maturité, différent, mais pas moins vrai. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je ne sais pas comment faire, Léa. Cela fait si longtemps que je n'ai pas osé ressentir. » Elle sourit à travers les larmes qui perlaient à ses paupières. « Nous apprendrons ensemble. Nous avons le temps. » Leur premier baiser fut doux, hésitant, chargé de 3 années de solitude d'un côté et de mois d'espoir patient de l'autre. Quand leurs lèvres se séparèrent, Alexandre posa son front contre celui de Léa. « Que va-t-on dire à Emma ?» demanda-t-il. Léa sourit. « Emma est plus perspicace qu'on ne le croit. Je pense qu'elle a déjà deviné que quelque chose se passait entre nous. Les enfants sentent ces choses-là. » Effectivement, comme si elle avait attendu ce moment, la voix d'Emma retentit depuis l'escalier. « Papa, mademoiselle Léa, vous êtes toujours en bas ?» Elle descendit en courant et s'arrêta net, en voyant ses 2 adultes préférés si proches l'un de l'autre, les mains entrelacées. Un grand sourire illumina son visage. « Est-ce que ça veut dire que mademoiselle Léa va rester pour toujours ?» demanda-t-elle avec l'innocence directe de l'enfance. Alexandre et Léa échangèrent un regard ému. « Qu'est-ce que tu en penserais ?» demanda doucement Alexandre. « Ce serait le plus beau cadeau du monde » s'exclama Emma en se jetant dans leurs bras à tous les deux. « On pourrait être une vraie famille, et maman serait contente de savoir qu'on n'est plus triste tout le temps. » Cette réaction spontanée et joyeuse confirma à Alexandre qu'il prenait la bonne décision. Emma avait besoin d'une figure maternelle aimante et lui avait besoin de réapprendre à aimer et à être aimée. Les semaines qui suivirent furent une période d'apprentissage et d'adaptation pour tous les 3. Alexandre et Léa prirent leur temps pour apprivoiser cette nouvelle relation, respectant les besoins d'Emma qui restaient leur priorité absolue. Ils instaurèrent de nouvelles traditions familiales. Les dimanches au marché aux puces pour dénicher des trésors, les soirées contes où chacun inventait un chapitre d'une histoire continue, les promenades dans Paris à la découverte de lieux insolites. Emma s'épanouissait dans ce nouveau cadre familial. Ses résultats scolaires étaient excellents, mais surtout, elle avait retrouvé sa joie de vivre. Elle parlait librement de sa mère avec Léa, qui l'encourageait à maintenir ce lien précieux avec ses souvenirs maternels. Parfois, elle disait à Alexandre « Je crois que maman aime bien Léa. Elle me l'a dit dans un rêve. » Ces paroles apaisaient les dernières culpabilités d'Alexandre concernant cette nouvelle relation. Au bureau, les collaborateurs d'Alexandre remarquèrent des changements spectaculaires dans son comportement. L'iceberg se montrait plus humain, plus à l'écoute, parfois même souriant. Il quittait le bureau à des heures raisonnables pour rentrer dîner en famille, déléguait davantage pour se libérer du temps et semblait avoir retrouvé un équilibre de vie qu'il avait perdu depuis des années. Ses décisions restaient tout aussi pertinentes, mais elles étaient prises avec moins de rigidité et plus de sagesse. 1 mois après leur première déclaration d'amour, Alexandre décida de présenter officiellement Léa à son cercle d'amis proches lors d'un dîner dans son hôtel particulier. Il avait invité 6 personnes, son meilleur ami Marc et sa femme Sophie, un couple d'associés de longue date et 2 amis d'enfance. Ces personnes connaissaient Alexandre depuis suffisamment longtemps pour mesurer l'importance de cette soirée. C'était la première fois qu'il introduisait une femme dans sa vie sociale depuis la mort d'Isabella. Léa était naturellement nerveuse à l'idée de rencontrer ces gens qui comptaient pour Alexandre. Elle avait choisi une robe élégante, mais simple, d'un bleu marine qui mettait en valeur ses yeux verts et avait rassemblé ses cheveux en un chignon sophistiqué.
Alexandre, la voyant hésiter devant son miroir, s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. « Vous êtes parfaite », murmura-t-il en déposant un baiser dans son cou, « et je suis fier de vous présenter à mes amis. » La soirée fut un succès complet. Les invités furent immédiatement charmés par la simplicité et l'intelligence de Léa. Elle conversa avec aisance sur des sujets variés, sans jamais donner l'impression de vouloir impressionner ou de jouer un rôle. Quand Sophie, la femme de Marc, lui demanda comment elle trouvait Emma, Léa répondit avec tant de tendresse et de sincérité que toute la table fut émue. « Emma est une enfant exceptionnelle, » dit-elle. « Elle a cette capacité rare de voir la beauté partout et de garder un cœur généreux malgré les épreuves qu'elle a traversées. C'est un privilège de l'accompagner dans sa croissance. » Marc, qui connaissait Alexandre depuis l'université, l'observait discrètement pendant toute la soirée. À la fin du repas, il l'attira dans son bureau pour un moment d'intimité. « Alex, » dit-il en utilisant le diminutif de leur jeunesse, « je ne t'ai pas vu aussi heureux depuis Isabella. Cette femme te fait du bien. » Alexandre sourit, touché par l'approbation de son ami le plus cher. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux, Marc. Vraiment amoureux. Et cela me terrifie autant que cela me réjouit. » « C'est normal d'avoir peur, » répondit Marc. « Mais regarde-toi, tu as retrouvé ta spontanéité, ton sens de l'humour, ta capacité à t'émerveiller. Et Emma rayonne. Cette femme ne vous enlève rien à votre passé avec Isabella. Elle vous aide à construire un avenir. » Ces paroles réconfortèrent Alexandre dans ses choix. Il était temps d'arrêter de se sentir coupable de revivre et de permettre à son cœur de s'ouvrir complètement. 3 mois après leur première rencontre, Alexandre proposa à Léa d'emménager officiellement dans l'hôtel particulier. « Pas dans ma chambre, pas encore, » précisa-t-il. « Nous avons le temps pour cela. Mais Emma aimerait que vous ayez votre propre espace dans notre maison, et moi aussi. » Léa accepta avec joie, et ils aménagèrent pour elle une belle suite au 2e étage, avec un petit salon privé, où elle pourrait se retirer quand elle en ressentait le besoin. L'installation de Léa transforma définitivement l'atmosphère de la maison. Elle y apporta ses livres, ses plantes, ses objets personnels qui racontaient son histoire, des photos de sa famille, des souvenirs de voyage, des œuvres d'art qu'elle avait collectionnées au fil des ans. La maison, sans perdre son élégance, gagna en chaleur et en personnalité. Emma fut la première à s'en réjouir. « Maintenant, notre maison sent le bonheur », déclara-t-elle un matin au petit déjeuner. Cette nouvelle configuration permit à Alexandre et Léa d'apprendre à vivre ensemble tout en respectant l'espace et les besoins de chacun. Ils partageaient les repas, les soirées, les sorties familiales, mais chacun gardait son intimité quand nécessaire. Cette progression naturelle et respectueuse renforça leur complicité et leur confiance mutuelle. Un soir d'automne, alors qu'Emma dormait depuis longtemps et qu'il lisait tranquillement dans le salon, Léa posa son livre et regarda Alexandre. « Alexandre, » dit-elle doucement, « je voudrais vous dire quelque chose d'important. » Il leva les yeux de ses documents financiers, attentif. « Quoi donc, mon cœur ?» Cette appellation tendre était devenue naturelle entre eux. « Je vous aime, » dit-elle simplement. « Je vous aime de tout mon cœur pour ce que vous êtes, pour le père merveilleux que vous êtes, pour l'homme généreux que vous êtes redevenu. Et j'aime Emma comme si elle était ma propre fille. » Alexandre posa ses papiers et s'approcha d'elle. « Moi aussi je vous aime, Léa. Plus que je n'aurais jamais cru possible à nouveau. Vous avez réveillé en moi des sentiments que je croyais à jamais endormis. Vous m'avez redonné goût à la vie, à l'amour, au bonheur simple d'être en famille. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je voudrais vous demander quelque chose, mais je ne sais pas si c'est trop tôt. » Léa sentit son cœur s'accélérer. « Demandez toujours, » murmura-t-elle. Alexandre se leva et alla chercher quelque chose dans le tiroir de son bureau. Il revint avec un petit écrin de velours rouge qu'il ouvrit devant elle. À l'intérieur scintillait une bague de fiançailles d'une beauté époustouflante, une émeraude entourée de diamants, montée sur un anneau de platine d'une élégance classique. « Léa Moreau, » dit-il en s'agenouillant devant elle, « voulez-vous m'épouser? Voulez-vous devenir officiellement la mère d'Emma et partager ma vie pour toujours ?» Les larmes aux yeux, Léa regarda cet homme qu'elle aimait tant, à genoux devant elle, avec cette bague magnifique. « Oui, » chuchota-t-elle, « oui, de tout mon cœur. » Alexandre glissa la bague à son doigt et elle s'adapta parfaitement, comme si elle avait été créée pour elle. Ils s'embrassèrent avec passion, scellant cette promesse, pas d'amour et d'avenir commun. « Papa, mademoiselle Léa ?»
La petite voix d'Emma les fit sursauter. L'enfant était debout en haut de l'escalier dans son pyjama rose, réveillé par leur voix. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en descendant. Alexandre et Léa échangèrent un regard complice. « Viens ici, ma chérie, » dit Alexandre. « Nous avons quelque chose d'important à te dire. » Emma s'approcha, intriguée par l'atmosphère solennelle et joyeuse à la fois. « Léa et moi, nous allons nous marier, » annonça doucement Alexandre. « Cela signifie qu'elle va devenir officiellement ta maman, si tu es d'accord. » Le visage d'Emma s'illumina d'un bonheur pur. « Vraiment? Léa va être ma nouvelle maman ?» Elle se jeta dans les bras de Léa. « Oh oui, je veux bien. Je veux bien avoir une maman qui m'aime et qui reste avec nous pour toujours. » Léa serra Emma contre son cœur, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je t'aime déjà comme ma propre fille, ma chérie. Et je te promets de toujours être là pour toi, quoi qu'il arrive. » Emma regarda la bague qui brillait au doigt de Léa. « Elle est belle. Elle ressemble aux pierres magiques des histoires de princesses. » Alexandre rit, ému par la joie spontanée de sa fille. « C'est exactement ce que j'ai pensé en la choisissant. Une bague magique pour une princesse très spéciale. » Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de l'histoire? L'amour naissant entre Alexandre et Léa vous semble-t-il authentique? Et que pensez-vous de la réaction d'Emma face à ces changements? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Les préparatifs du mariage occupèrent les mois suivants et furent l'occasion pour la nouvelle famille de se souder encore davantage. Alexandre voulait une cérémonie élégante mais intime, reflétant la personnalité de Léa et l'importance d'Emma dans leur union. Ils décidèrent d'organiser la réception dans les jardins de l'hôtel particulier, transformé pour l'occasion en un décor féerique digne des contes qu'Emma aimait tant. Léa insista pour qu'Emma joue un rôle central dans la cérémonie. « Cette union nous concerne tous les trois », expliqua-t-elle à Alexandre. « Emma doit se sentir pleinement incluse. » Ils créèrent pour l'enfant le rôle de gardienne des anneaux et des promesses, ce qui l'enchanta au plus haut point. Emma participa aussi au choix de la robe de Léa, donnant son avis avec le sérieux d'une consultante en mode professionnel. La robe finalement choisie était d'une simplicité raffinée, en soie ivoire, avec un décolleté bateau et une jupe fluide qui s'arrêtait aux chevilles. Léa portait dans ses cheveux un petit diadème orné de perles qui avait appartenu à la mère d'Alexandre, symbole de son intégration dans la lignée familiale. Emma, pour sa part, était resplendissante dans une robe rose poudrée, assortie à celle de Léa, avec une couronne de fleurs fraîches dans ses cheveux noirs. Le jour du mariage, Alexandre se réveilla avec un mélange d'excitation et d'émotion qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. En s'habillant dans son smoking sur mesure, il repensa au chemin parcouru depuis cette première rencontre avec Léa dans son bureau. Comment cette femme avait-elle réussi à transformer si complètement leur existence? Comment avait-elle fait fondre la glace qui entourait son cœur? La cérémonie eut lieu dans l'après-midi, sous un ciel d'octobre d'un bleu parfait. Les jardins étaient décorés de roses blanches et d'hortensias bleues, créant une atmosphère romantique et raffinée. Une cinquantaine d'invités étaient présents, la famille et les amis proches des époux, quelques collègues d'Alexandre, d'anciens élèves de Léa venus de Londres. Mais au centre de tout, il y avait cette petite famille de 3 personnes qui s'apprêtaient à officialiser son bonheur. Quand Léa apparut au bras de son père, venu spécialement de Provence pour l'occasion, Alexandre sentit son cœur s'arrêter de battre. Elle était d'une beauté radieuse, mais ce qui le bouleversa le plus, ce fut l'expression de bonheur pur qu'il lisait sur son visage. Cette femme l'aimait vraiment. Elle avait choisi de partager sa vie en toute connaissance de cause, avec ses blessures et ses fragilités. Emma, debout à côté d'Alexandre, tenait solennellement le coussin de satin portant les alliances. Quand le moment vint d'échanger les vœux, Alexandre et Léa avaient préparé des paroles personnelles qui firent de pleurer plus d'un invité. « Léa, » dit Alexandre d'une voix émue, « vous êtes entrée dans notre vie comme un rayon de soleil après un long hiver. Vous avez redonné à ma fille sa joie de vivre et à moi l'espoir de pouvoir aimer à nouveau. Je promets de vous chérir, de vous protéger et de construire avec vous une famille unie dans l'amour et le respect. » Léa, les larmes aux yeux, répondit « Alexandre, vous et Emma avez transformé ma vie en conte de fées. Je promets d'être une épouse aimante et une mère dévouée, de partager vos joies et vos peines, et de faire de notre foyer un havre de paix et de bonheur. » Mais le moment le plus émouvant fut quand ils se tournèrent tous les deux vers Emma pour prononcer ensemble des vœux spécialement conçus pour elle. « Emma, dirent-ils d'une seule voix, nous promettons de t'aimer, de te protéger
de t'encourager à devenir la femme extraordinaire que tu es destinée à être. Cette famille que nous formons aujourd'hui est bâtie sur l'amour, et cet amour nous unira pour toujours. » Emma, émue mais souriante, répondit avec la spontanéité de ses 8 ans. « Et moi, je promets de vous aimer tous les deux très fort et d'être sages. Enfin, presque toujours. » Les rires tendres de l'assistance accompagnèrent cette déclaration adorable. Quand Alexandre et Léa s'embrassèrent pour sceller leur union, Emma les rejoignit spontanément dans cette étreinte familiale, créant une image symbole de leur bonheur retrouvé. Les photographes immortalisèrent ce moment magique où 3 solitudes s'étaient enfin transformées en une famille unie et complète. La réception fut à l'image du bonheur qui régnait, élégante mais chaleureuse, festive mais intime. Alexandre, habituellement si réservé en public, ne quitta pas Léa d'une semelle, multipliant les attentions tendres et les regards complices. Quand vint le moment de la première danse, il l'entraîna sur la piste aux accords d'un slow de Sinatra, et Emma ne tarda pas à les rejoindre, créant un trio dansant qui fit fondre le cœur de tous les invités. Marc, le témoin d'Alexandre, porta un toast émouvant à Alexandre, qui a eu le courage de rouvrir son cœur à l'amour, à Léa, qui a su voir au-delà des apparences et réveiller l'homme généreux qui sommeillait sous l'armure du businessman, et à Emma, qui nous rappelle que l'amour d'une famille peut surmonter toutes les épreuves. Puissiez-vous être heureux pour toujours. Les acclamations et les applaudissements résonnèrent dans le jardin illuminé de 1000 bougies. Tard dans la soirée, quand les derniers invités furent partis et qu'Emma fut enfin couchée, épuisée mais ravie de sa journée, Alexandre et Léa se retrouvèrent seuls dans leur chambre désormais commune. Pour la première fois depuis des mois de fiançailles respectueuses, ils allaient partager le même lit en tant qu'époux. L'émotion était palpable, mélange d'excitation, de tendresse et d'une pointe d'appréhension bien naturelle. « Madame Beaumont » murmura Alexandre, en caressant doucement le visage de sa nouvelle épouse. « Cela me fait un effet étrange de prononcer ce nom. » Léa sourit, ses yeux verts brillant dans la pénombre de leur chambre éclairée aux chandelles. « À moi aussi. Mais c'est un beau nom à porter, surtout quand il vient avec un mari et une fille que j'aime de tout mon cœur. » Leur nuit de noces fut tendre et passionnée, marquant symboliquement le début de cette nouvelle vie qu'ils allaient construire ensemble. Les premiers mois de mariage s'écoulèrent dans une harmonie parfaite. Léa avait officiellement adopté Emma, qu'il appelait désormais « Maman Léa », avec une fierté évidente. La petite fille s'épanouissait de jour en jour. Ses résultats scolaires étaient excellents. Et surtout, elle avait retrouvé cette insouciance de l'enfance si longtemps réprimée. Elle participait à des activités extrascolaires qu'elle avait choisies elle-même. Théâtre, peinture, équitation. Alexandre découvrait avec émerveillement les multiples talents de sa fille, longtemps cachés sous le carcan de l'éducation rigide qu'il lui avait imposée. Au bureau, Alexandre continuait de diriger son empire financier avec la même efficacité, mais son approche managériale avait considérablement évolué. Il déléguait davantage, faisait confiance à ses équipes et surtout, il avait instauré une politique d'équilibre vie professionnelle, vie privée, qui surprit agréablement ses employés. L'iceberg était définitivement mort, remplacé par un dirigeant certes exigeant, mais humain et compréhensif. Léa, de son côté, avait créé un petit projet qui lui tenait à cœur. Elle donnait des cours de soutien, gratuits à des enfants défavorisés du quartier, utilisant les méthodes pédagogiques créatives qu'elle avait développées avec Emma. Alexandre l'encourageait dans cette démarche, allant même jusqu'à financer un local adapté et du matériel pédagogique de qualité. « Vous changez la vie de ces enfants », lui disait-il souvent, « exactement comme vous avez changé la nôtre. » Un an après leur mariage, Alexandre et Léa décidèrent de partir en voyage de noces avec Emma. Ils choisirent l'Italie, pays des gondoliers dont rêvait la petite fille depuis cette fameuse soirée puzzle. Venise, Florence, Rome, un périple de 3 semaines qui permit à la famille de créer de nouveaux souvenirs précieux. Emma dessina dans un carnet de voyage tout ce qui l'émerveillait, constituant un trésor de souvenirs qu'elle conserverait toute sa vie. À Venise, ils firent cette promenade en gondole tant espérée. Emma assise entre ses parents, émerveillée par les palais qui se reflétaient dans l'eau des canaux. Le gondolier, comme Léa l'avait promis, chanta une sérénade en italien que ni Alexandre ni Léa ne comprenaient, mais dont la mélodie romantique les émut profondément. « C'est encore plus beau que dans mes rêves !» s'exclama Emma. Et Alexandre réalisa que grâce à Léa, sa fille avait appris à rêver grand,
et à croire que ses rêves pouvaient devenir réalité. À Florence, ils visitèrent les musées et les palais, Emma montrant un intérêt passionné pour les œuvres d'art. Léa lui expliquait les tableaux avec des mots simples, transformant chaque visite en aventure captivante. Alexandre observait ces interactions avec tendresse, sachant qu'Emma développait ainsi une sensibilité artistique qui l'accompagnerait toute sa vie. Un soir, dans leur suite d'hôtel avec vue sur l'Arno, Emma demanda « Papa, maman Léa, est-ce qu'on pourrait revenir ici quand je serai grande, avec mes enfants ?» Cette projection dans l'avenir fit sourire Alexandre et Léa, touchés par cette façon qu'avait Emma d'envisager leur famille comme éternelle. À Rome, ils jetèrent des pièces dans la fontaine de Trévi, chacun faisant un vœu secret. Emma confia le sien à ses parents. « J'ai souhaité qu'on reste toujours une famille heureuse et que maman Isabella soit fière de nous au paradis. » Cette mention spontanée de sa mère biologique, intégrée naturellement dans leur bonheur présent, confirma à Alexandre et Léa qu'ils avaient réussi à créer un équilibre sain entre passé et avenir. De retour à Paris, la vie reprit son cours harmonieux. Emma entrait en CM1 avec enthousiasme. Alexandre développait de nouveaux projets philanthropiques inspirés par l'engagement social de Léa, et leur couple se renforçait jour après jour. Ils avaient trouvé ce rythme parfait entre complicité amoureuse et responsabilité parentale. 2 ans après leur mariage, Léa fit une annonce qui bouleversa délicieusement Alexandre et Emma. Elle était enceinte. « Un petit frère ou une petite sœur ?» s'exclama Emma en dansant de joie dans le salon. « Oh, j'espère que ce sera une fille. Je lui apprendrai à dessiner et à inventer des histoires. » Alexandre, ému aux larmes, serra Léa dans ses bras. « Êtes-vous heureuse ?» demanda-t-il. « Plus que je n'aurais jamais osé l'espérer, » répondit-elle. « Cette famille que nous avons construite va s'agrandir, et je n'ai jamais été aussi comblée. » La grossesse de Léa fut un moment de bonheur pur pour toute la famille. Emma participait activement aux préparatifs, choisissant les couleurs de la chambre du bébé, tricotant maladroitement des petites chaussettes avec l'aide de Léa, inventant déjà des histoires à raconter à son futur frère ou sa future sœur. Alexandre, qui avait vécu la grossesse d'Isabella dans la jeunesse et l'insouciance, vivait celle de Léa avec une maturité et une gratitude nouvelles. Chaque échographie était un émerveillement, chaque mouvement du bébé une promesse de bonheur renouvelée. « Comment allons-nous appeler le bébé ?» demanda Emma un soir pendant le dîner, alors que Léa était enceinte de 6 mois. Ils avaient eu cette conversation plusieurs fois déjà, mais Emma adorait y revenir. « Nous avons quelques idées, » dit Léa en caressant son ventre arrondi. « Si c'est un garçon, nous pensions à Gabriel, et si c'est une fille, à Céleste. » Emma réfléchit sérieusement. « Gabriel, ça veut dire messager de Dieu, et Céleste, ça veut dire du ciel. J'aime bien ces prénoms. On dirait qu'ils viennent de maman Isabella pour nous dire qu'elle est d'accord avec notre bonheur. » Cette interprétation touchante émut profondément Alexandre et Léa. Emma avait cette façon merveilleuse d'intégrer sa mère disparue dans tous les événements heureux de leur nouvelle vie, créant une continuité spirituelle qui apaisait d'éventuelles culpabilités. Isabella n'était pas oubliée, elle était simplement transformée en ange gardien bienveillant qui veillait sur leur bonheur familial. Le bébé naquit par une belle matinée de printemps, après un accouchement qui se déroula sans complications. C'était une petite fille, Céleste, qui ressemblait étonnamment à Emma nouveau-née. Alexandre, présent dans la salle d'accouchement, pleura d'émotion en tenant sa 2e fille dans ses bras. « Bonjour ma petite princesse » murmura-t-il. « Tu arrives dans une famille qui t'aime déjà énormément. » Léa, épuisée mais radieuse, regardait cet homme qu'elle aimait découvrir les joies de la paternité pour la seconde fois, avec toute la sagesse et la tendresse que lui avaient apporté les années. Quand Emma rencontra sa petite sœur pour la première fois, ce fut un moment magique. « Oh, papa, maman Léa, regardez comme elle est belle !» s'extasia-t-elle en caressant délicatement la joue du bébé. « Elle a les yeux de maman Léa et les cheveux noirs comme nous. Je vais être la meilleure grande sœur du monde. » Et elle tint parole. Emma se révéla une grande sœur exemplaire, protectrice, attentionnée, toujours prête à aider pour les biberons, les changes, les berceuses. Les mois qui suivirent la naissance de Céleste furent intenses mais merveilleux. Alexandre découvrait qu'être père à 42 ans était très différent de l'être à 30. Il était plus patient, plus présent, plus conscient de la préciosité de ces moments. Il n'hésitait pas à annuler des réunions importantes pour assister au premier sourire de Céleste, à ses premiers gazouillis, à ses premières tentatives pour attraper ses pieds. Léa,
malgré la fatigue des nuits entrecoupées, rayonnait de bonheur. Elle jonglait avec une aisance naturelle entre son rôle de mère d'Emma, de nouveau-née et d'épouse épanouie. Sa capacité à créer de la douceur et de l'harmonie dans tous les aspects de leur vie familiale continuait d'émerveiller Alexandre. « Comment faites-vous » lui demandait-il parfois quand il la voyait bercer Céleste d'un bras, tout en aidant Emma à faire ses devoirs. « L'amour donne des forces insoupçonnées » répondait-elle simplement. Emma adorait sa petite sœur et se révélait une aide précieuse. Elle inventait des comptines pour l'endormir, la faisait rire avec des grimaces amusantes et protégeait farouchement son sommeil quand des visiteurs parlaient trop fort. « Chut !» disait-elle avec autorité. « Ma sœur dort. » Cette complicité entre les deux filles réchauffait le cœur d'Alexandre et Léa, qui voyaient se construire sous leurs yeux un lien fraternel fort et tendre. Pour le premier anniversaire de Céleste, ils organisèrent une grande fête dans les jardins de l'hôtel particulier. Toute la famille élargie était présente, ainsi que les amis proches qui avaient accompagné leur parcours. En regardant Céleste essayer maladroitement de souffler sa bougie unique, entourée de sa grande sœur, de ses parents et de tous ces gens qui l'aimaient, Alexandre mesura le chemin parcouru depuis cette première rencontre avec Léa dans son bureau austère. « À quoi pensez-vous » lui demanda Léa en le voyant perdu dans ses réflexions. « Je pense à vous » répondit-il en la prenant dans ses bras. « À nous, à cette famille incroyable que nous avons construite. Il y a 5 ans, j'étais un homme fermé, amer, qui avait renoncé au bonheur. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. » Léa sourit, ce sourire avec la petite Fossette qu'il aimait tant. « Et ce n'est que le début de notre histoire, mon amour. Nous avons encore tant de beaux moments à vivre ensemble. » Emma, maintenant âgée de 11 ans, était devenue une préadolescente épanouie et confiante. Excellente élève, elle brillait particulièrement en littérature et en arts plastiques. Elle avait hérité de la sensibilité artistique de sa mère biologique et de l'intelligence pragmatique de son père, tout en bénéficiant de l'éducation bienveillante de Léa. Son rêve était de devenir illustratrice de livres pour enfants, un projet que ses parents encourageaient chaleureusement. Un soir, alors qu'Alexandre rentrait du bureau et trouvait Léa en train de donner le bain à Céleste pendant qu'Emma faisait ses devoirs dans sa chambre, il eut une révélation soudaine. Cette scène de vie quotidienne, si simple et si belle, représentait exactement le bonheur qu'il avait espéré sans oser y croire. Il n'y avait pas de grands événements extraordinaires, juste l'accumulation de milliers de petits moments parfaits qui tissaient la trame d'une vie de famille harmonieuse. « Les filles, » dit-il en entrant dans la salle de bain, « j'ai une proposition à vous faire. » Léa leva les yeux, intriguée, tandis que Céleste gigotait joyeusement dans son bain. « Que diriez-vous d'un autre voyage en Italie cet été? Emma pourrait montrer Venise à sa petite sœur et nous pourrions visiter de nouveaux endroits tous ensemble. » Le visage de Léa s'illumina. « C'est une idée merveilleuse et Emma sera ravie de jouer les guides touristiques. » Ce voyage marqua symboliquement l'accomplissement de leur bonheur familial. À Venise, Emma expliqua gravement à Céleste, qui babillait dans sa poussette, l'histoire des gondoliers et des palais. « Tu vois, Céleste, c'est ici que papa et maman Léa sont tombés amoureux de l'Italie. Et maintenant, toi aussi, tu découvres ce pays magique. » Alexandre et Léa échangèrent un regard ému, réalisant qu'Emma créait déjà des légendes familiales qui forgeraient l'identité de Céleste. Sur la place Saint-Marc, tandis qu'Emma donnait à manger aux pigeons sous l'œil vigilant de Léa et que Céleste tentait de les attraper depuis sa poussette, Alexandre prit une décision importante. Il sortit son téléphone et appela son bureau. « Mademoiselle, Laurent annulait tous mes rendez-vous de la semaine prochaine. En fait, prenez note. Désormais, je ne travaillerai plus le vendredi. C'est mon jour famille et rien ne doit l'interrompre. » Cette décision, qui aurait semblé impensable 5 ans plus tôt, lui parut aujourd'hui évidente. Sa famille avait la priorité absolue sur tout le reste. De retour à Paris, leur vie prit un rythme encore plus équilibré. Les vendredis d'Alexandre étaient sacrés. Sorties culturelles avec Emma, promenades au parc avec Céleste, déjeuners en amoureux avec Léa quand les filles étaient à l'école ou chez la babysitter. Ces moments privilégiés renforçaient encore les liens familiaux déjà si forts. Emma, inspirée par ses voyages et ses découvertes artistiques, commença à écrire et illustrer ses propres histoires. Son premier livre, Les aventures de Princesse Céleste et de la fée Emma, racontait les péripéties de 2 sœurs magiques qui voyageaient à travers le monde pour répandre le bonheur. Alexandre et Léa furent émus de reconnaître dans ce récit enfantin la transposition de leur propre histoire familiale.
Emma leur dédicaça fièrement le manuscrit à papa et maman Léa, qui m'ont appris que les contes de fées peuvent devenir réalité, et à ma petite sœur Céleste, qui est la plus belle princesse du monde. Pour les 5 ans de leur mariage, Alexandre organisa une surprise pour Léa. Il avait secrètement contacté l'ancienne école londonienne, où elle avait travaillé et fait venir certains de ses anciens élèves, maintenant adolescents, pour témoigner de l'impact qu'elle avait eu sur leur vie. La rencontre eut lieu dans le salon de l'hôtel particulier, transformé pour l'occasion en petit amphithéâtre. Léa, qui ne se doutait de rien, fondit en larmes en voyant arriver ces jeunes gens qu'elle avait tant aimés. « Madame Beaumont, dit l'un d'eux, maintenant âgé de 16 ans, vous nous aviez dit un jour que l'éducation était comme planter des graines dans l'esprit des enfants. Nous voulions vous dire que vos graines ont poussé. Grâce à vous, nous aimons apprendre. Nous sommes curieux du monde et nous savons que nous pouvons réaliser nos rêves. » Ces témoignages émurent profondément Léa, qui réalisa que son influence positive s'étendait bien au-delà de sa propre famille. Emma et Céleste, témoins de cette scène, comprirent ce jour-là qu'elles avaient une maman, exceptionnelle, reconnue et aimée, bien au-delà de leur cercle familial. « Maman Léa, dit Emma après le départ des visiteurs, je suis fière d'être votre fille. Vous rendez tout le monde heureux partout où vous passez. » Céleste, maintenant âgée de 2 ans et demi, ajouta avec son vocabulaire encore limité « Maman belle, maman gentille ». Ces déclarations d'amour spontanées comblèrent le cœur de Léa. Le temps passa dans cette harmonie familiale parfaite. Emma grandit et devint une adolescente équilibrée, gardant sa créativité et sa sensibilité tout en développant une personnalité forte et indépendante. Elle maintenait un lien particulier avec sa mère biologique à travers un rituel qu'elle avait créé. Chaque année, le jour anniversaire de la mort d'Isabella, elle lui écrivait une lettre qu'elle gardait dans sa boîte à trésors, devenue au fil des ans une véritable archive de sa croissance émotionnelle. Céleste, de son côté, grandissait dans l'insouciance d'une enfant aimée et protégée. Éveillée et curieuse, elle montrait déjà des signes de la créativité familiale, inventant des histoires fantastiques et dessinant des créatures imaginaires colorées. La relation entre les deux sœurs restait exceptionnellement forte, Emma assumant naturellement son rôle de grande sœur protectrice et complice. Alexandre, maintenant dans la cinquantaine, avait trouvé l'équilibre parfait entre réussite professionnelle et bonheur personnel. Son empire financier continuait de prospérer sous sa direction avisée, mais il avait appris à déléguer et à faire confiance à ses équipes. Sa transformation personnelle inspirait même ses collaborateurs, qui découvraient qu'on pouvait être un leader efficace tout en restant humain et bienveillant. Léa, épanouie dans ses rôles multiples de mère, épouse et éducatrice, avait développé son projet associatif d'aide aux enfants défavorisés. L'association Les Petites Graines, qu'elle dirigeait bénévolement, aidait maintenant des centaines d'enfants à développer leur potentiel créatif et éducatif. Alexandre soutenait financièrement cette initiative, fier de voir sa femme utiliser ses talents pour améliorer la société. Un jour de novembre, 7 ans après leur mariage, Alexandre rentra du bureau avec une nouvelle qui allait encore enrichir leur bonheur familial. « Mes amours, annonça-t-il pendant le dîner, j'ai une surprise pour vous. » Emma, maintenant âgée de 15 ans, leva les yeux de ses devoirs. Céleste, 4 ans, arrêta de jouer, avec ses petits pois. Léa, intriguée, posa sa fourchette. « Nous allons avoir un nouveau membre dans la famille, » continua Alexandre avec un sourire mystérieux. « Un bébé ?» demanda Céleste avec excitation. Alexandre rit. « Pas exactement. Nous allons adopter un petit garçon de 6 ans qui a besoin d'une famille. » Cette annonce créa un moment de silence stupéfait, puis Emma explosa de joie. « Papa, c'est merveilleux. Comment s'appelle-t-il? Où est-il » Léa, émue aux larmes, se leva pour embrasser son mari. « Alexandre, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. Racontez-nous tout. » Alexandre expliqua qu'il avait rencontré cet enfant, Thomas, lors d'une visite dans un orphelinat que soutenait financièrement son entreprise. Le petit garçon, orphelin depuis l'âge de 3 ans, avait immédiatement touché le cœur d'Alexandre par sa détermination et sa soif d'apprendre, malgré les difficultés de sa jeune existence. « Il me rappelle Emma au même âge, » avoua Alexandre. « Cette même intelligence, cette même sensibilité, mais avec une solitude que je ne peux pas supporter de laisser perdurer. » L'arrivée de Thomas dans la famille Beaumont fut préparée avec autant de soin et d'amour que s'il s'était agi d'un enfant biologique.
Emma et Céleste participèrent activement à l'aménagement de sa chambre, choisissant des couleurs gaies et des livres adaptés à son âge. Léa, forte de son expérience éducative, prépara un programme d'intégration progressif qui permettrait à Thomas de s'adapter en douceur à sa nouvelle vie. Quand Thomas franchit pour la première fois le seuil de l'hôtel particulier, petit bonhomme aux grands yeux sombres, portant sa maigre valise, ce fut Emma qui prit spontanément les choses en main. « Salut Thomas, moi c'est Emma, ta nouvelle grande sœur, et voici Céleste, ta petite sœur. On va bien s'occuper de toi, tu vas voir. » Cette spontanéité bienveillante mit immédiatement Thomas en confiance, et Alexandre réalisa une fois de plus qu'il avait élevé une fille au cœur généreux. L'adaptation de Thomas fut plus rapide que prévu. Léa, avec sa patience et sa compréhension naturelle des enfants en difficulté, sut créer un environnement sécurisant où le petit garçon put exprimer ses peurs et ses espoirs. Emma devint rapidement sa confidente et sa protectrice, lui expliquant les habitudes de la famille et l'aidant dans ses devoirs. Céleste, avec l'innocence de ses 4 ans, l'adopta immédiatement comme son grand frère, sans se poser de questions sur leurs différences d'origine. Alexandre découvrit les joies particulières d'être père adoptif. Voir Thomas s'épanouir jour après jour, reprendre confiance en lui, développer ses talents cachés, lui procurait une satisfaction différente, mais tout aussi profonde que celle qu'il avait ressentie avec Emma et Céleste. « Merci », lui dit un soir Thomas, avec sa gravité d'enfant ayant trop vite mûri. « Merci de m'avoir choisi comme fils. » Alexandre dut retenir ses larmes face à cette reconnaissance touchante. La famille de 5 personnes trouva rapidement ses nouveaux équilibres. Les week-ends devinrent encore plus joyeux avec Thomas qui apportait sa personnalité enjouée et sa reconnaissance permanente pour tous les bonheurs qu'on lui offrait. Il excellait en mathématiques et en sciences, complétant parfaitement les talents artistiques d'Emma et la créativité naissante de Céleste. Léa jonglait avec bonheur entre les besoins différents de ses 3 enfants, chacun ayant sa personnalité et ses exigences particulières. Pour Noël cette année-là, Alexandre organisa une fête familiale grandiose dans l'hôtel particulier décoré comme un palais de contes de fées. Toute la famille élargie était présente. Les parents de Léa venus de Provence, Marc et Sophie avec leurs enfants, les amis proches qui avaient accompagné leur parcours. En regardant Emma, Thomas et Céleste ouvrirent leurs cadeaux au pied du grand sapin, entourés de tous ces gens qui les aimaient. Alexandre eut la conviction profonde d'avoir atteint la plénitude absolue. « Vous savez, dit-il à Léa pendant qu'ils regardèrent leurs enfants jouer ensemble, il y a 8 ans, j'étais un homme brisé qui pensait que le bonheur n'était plus possible. Aujourd'hui, je me dis que j'ai vécu plusieurs vies, celle d'avant la tragédie, celle de la souffrance solitaire, et maintenant celle du bonheur retrouvé multiplié par 1000. » Léa posa sa tête sur son épaule. « Et nous ne sommes qu'au début de cette nouvelle vie, mon amour. Nos enfants vont grandir, peut-être nous donner des petits-enfants un jour. Nous vieillirons ensemble en accumulant des milliers de souvenirs heureux. » Emma, maintenant jeune fille de 15 ans pleine de projets et de rêves, annonça ce soir-là sa décision de devenir enseignante spécialisée pour aider les enfants en difficulté. « Maman Léa m'a montré qu'on peut changer la vie des enfants par l'éducation et l'amour, » expliqua-t-elle. « Je veux faire la même chose. » Thomas, de son côté, révéla son ambition de devenir ingénieur pour construire des machines qui aident les gens. Céleste, avec ses 4 ans, déclara solennellement qu'elle voulait être une maman comme maman Léa et avoir plein d'enfants heureux. Ces déclarations enfantines mais sincères émurent profondément Alexandre et Léa, qui réalisèrent qu'ils étaient en train d'élever une génération de futurs adultes épanouis et généreux. Leur amour, leur stabilité, leur exemple positif porteraient leurs fruits bien au-delà de leur propre existence. Que pensez-vous de cette fin heureuse? L'évolution de cette famille recomposée vous semble-t-elle réaliste et touchante? Et que ressentez-vous face à cette transformation complète d'Alexandre? J'aimerais beaucoup connaître vos impressions sur cette histoire d'amour familial. L'histoire d'Alexandre et Léa devint dans leur entourage un exemple de ce que peuvent accomplir l'amour véritable et la persévérance. Marc, le meilleur ami d'Alexandre, aimait dire que son ami avait réussi sa plus belle acquisition. Non pas une entreprise ou un bien immobilier, mais une famille unie et heureuse. Les collaborateurs d'Alexandre voyaient en lui la preuve qu'on peut concilier réussite professionnelle et épanouissement personnel, pourvu qu'on ait le courage de remettre en question ses priorités. Léa, de son côté,
était devenu une figure respectée dans le milieu éducatif parisien. Son association, Les Petites Graines, avait reçu plusieurs prix pour son innovation pédagogique et son impact social. Elle était régulièrement invitée à donner des conférences sur l'éducation bienveillante et l'accompagnement des enfants en certaines difficultés. Malgré cette reconnaissance publique, elle restait la même femme simple et authentique qui avait conquis le cœur d'Alexandre par sa sincérité. Les années s'écoulèrent dans cette harmonie familiale parfaite. Emma obtint son baccalauréat avec mention très bien et intégra une école normale supérieure pour devenir professeur des écoles spécialisées. Thomas, maintenant âgé de 13 ans, continuait d'exceller dans ses études scientifiques tout en gardant cette reconnaissance touchante envers sa famille adoptive. Céleste, âgée de 11 ans, montrait des talents artistiques remarquables et rêvait de devenir illustratrice comme sa grande sœur l'avait longtemps souhaité. Alexandre, maintenant quinquagénaire épanoui, avait transmis une partie de la gestion de son empire à des collaborateurs de confiance pour se consacrer davantage à sa famille et à ses projets philanthropiques. Il avait créé une fondation dédiée à l'aide à l'enfance, dirigée conjointement avec Léa, qui permettait de financer des programmes éducatifs innovants dans toute la France. Un soir d'automne, 10 ans après leur mariage, Alexandre et Léa se promenaient main dans la main dans les jardins de leur hôtel particulier, pendant que leurs 3 enfants faisaient leurs devoirs à l'intérieur. Les arbres aux couleurs flamboyantes créaient un décor romantique, et Alexandre repensa à cette première soirée où Léa était restée dîner avec eux, transformant à jamais l'atmosphère de leur maison. « Léa, dit-il en s'arrêtant près de la roseraie qu'elle avait fait planter, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle le regarda avec amusement. « Encore des secrets, monsieur Beaumont ?» Il sourit de cette taquinerie affectueuse. « Je voulais simplement vous dire que chaque jour passé avec vous me confirme que j'ai épousé la femme la plus extraordinaire du monde. Vous avez transformé un homme fermé et amer en père épanoui et mari comblé. Vous avez fait de notre maison un foyer rempli d'amour et de rire. Vous avez donné à Emma, Thomas et Céleste tout ce dont ils avaient besoin pour devenir des êtres humains merveilleux. » Léa, émue par cette déclaration spontanée, caressa tendrement son visage. « Alexandre, vous me donnez trop de crédit. Tout ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. Vous avez su dépasser votre douleur pour accueillir l'amour à nouveau. C'est vous qui avez eu le courage de me faire confiance, de laisser vos défenses tomber, de devenir le père et le mari extraordinaire que vous êtes aujourd'hui. » Ils s'embrassèrent tendrement dans la lumière dorée du couchant, entourés par le parfum des dernières roses de l'année. À travers les fenêtres illuminées de la maison, on pouvait voir Emma aider Thomas avec ses mathématiques, pendant que Céleste dessinait à la table voisine. Cette image de bonheur familial simple et authentique résumait parfaitement ce qu'ils avaient construit ensemble. « Papa, maman, venez voir. » La voix excitée de Céleste les ramena vers la maison. Leurs plus jeunes filles avaient terminé un dessin représentant leur famille au complet. Alexandre en costume cravate mais souriant, Léa en robe fleurie avec sa fossette bien visible, Emma avec ses longs cheveux noirs et ses livres, Thomas avec son sourire malicieux et sa calculatrice, et elle-même au centre tenant la main de tout le monde. Au-dessus du groupe familial, elle avait dessiné un ange aux cheveux châtains avec des ailes blanches. « Qui est cet ange, ma chérie ?» demanda doucement Alexandre, bien qu'il ait deviné la réponse. « C'est maman Isabella », répondit Céleste naturellement. « Emma m'a dit qu'elle veillait sur nous depuis le ciel et qu'elle était heureuse qu'on soit une famille unie. Alors je l'ai mise dans le dessin pour qu'elle soit avec nous. » Cette innocente inclusion de la première épouse d'Alexandre dans leur bonheur présent toucha profondément tous les adultes de la famille. Emma s'approcha et serra sa petite sœur dans ses bras. « C'est le plus beau dessin du monde, Céleste. Maman Isabella serait très fière de nous voir tous si heureux ensemble. » Thomas, avec sa maturité précoce d'ancien orphelin, ajouta « Moi je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir 2 mamans qui nous aiment, une au ciel et une sur terre. » Cette soirée marqua un tournant symbolique dans leur histoire familiale. Les enfants avaient retrouvé leur propre façon d'honorer le passé tout en embrassant pleinement le présent. Alexandre réalisa qu'il n'avait plus aucune culpabilité concernant son bonheur retrouvé. Isabella faisait partie de leur histoire. Elle était la mère biologique d'Emma et l'ange gardien spirituel de leur famille, mais elle ne constituait plus un obstacle à leur épanouissement collectif. Les années continuèrent à s'écouler dans cette sérénité familiale. Emma termina ses études avec brio et obtint son premier poste dans une école primaire de banlieue difficile,
où elle appliqua les méthodes pédagogiques bienveillantes apprises de Léa. Thomas intégra une grande école d'ingénieurs et se spécialisa dans les technologies éducatives, alliant sa passion pour les sciences à sa volonté d'aider les enfants. Céleste développa ses talents artistiques et commença à illustrer les livres écrits par sa grande sœur Emma. Alexandre et Léa vieillirent ensemble dans l'harmonie et la complicité. Leurs cheveux grisonnèrent, quelques rides apparurent au coin de leurs yeux, mais leur amour ne fit que se renforcer avec le temps. Ils étaient devenus ce couple exemplaire que les plus jeunes admiraient et dont ils s'inspiraient pour leur propre relation. Quand Emma se maria à 28 ans avec un collègue enseignant qui partageait ses valeurs humanistes, Alexandre eut la joie d'accompagner sa fille à l'autel dans la même église où il avait épousé Léa 15 ans plus tôt. En la voyant si radieuse dans sa robe de mariée, si sûre de son choix et de son bonheur, il mesura le chemin parcouru depuis cette petite fille triste et refermée qu'elle était à son arrivée. « Papa, » lui dit Emma avant la cérémonie, « merci de m'avoir donné Léa comme maman. Grâce à elle, j'ai appris ce que signifiait vraiment l'amour inconditionnel, et grâce à vous deux, je sais aujourd'hui comment construire une famille heureuse. » Ces mots firent pleurer Alexandre de joie et de fierté. Thomas et Céleste grandirent à leur tour dans cette atmosphère d'amour et de stabilité. Thomas épousa une brillante ingénieure avec qui il créa une entreprise de technologies éducatives innovantes. Céleste devint une illustratrice reconnue et fonda avec son compagnon une maison d'édition spécialisée dans les livres pour enfants. Tous les trois restèrent très proches de leurs parents adoptifs et se retrouvaient régulièrement pour de grandes fêtes familiales dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement. Alexandre et Léa eurent la joie immense de devenir grands-parents. Emma leur donna 3 petits-enfants, Thomas 2 et Céleste 1. L'hôtel particulier résonna à nouveau des rires d'enfants lors des goûters dominicaux et des fêtes d'anniversaire. Alexandre, maintenant grand-père de 68 ans, découvrait une nouvelle facette de l'amour familial en voyant ses petits-enfants jouer dans les mêmes jardins où avaient grandi Emma, Thomas et Céleste. « Vous vous souvenez ?» dit un jour Léa à Alexandre, alors qu'ils regardaient à leurs petits-enfants construire une cabane dans le jardin. « Vous vous souvenez de notre première rencontre dans votre bureau ? Qui aurait pu imaginer que cette entrevue professionnelle aboutirait à tout cela ?» Alexandre sourit en serrant sa femme contre lui. « Moi, je crois qu'Isabella nous regardait depuis le ciel et qu'elle a guidé vos pas jusqu'à nous. Elle savait qu'Emma et moi avions besoin de vous pour redevenir une vraie famille. » Léa, maintenant âgée de 64 ans mais toujours aussi belle aux yeux de son mari, posa sa tête sur son épaule. « Nous avons eu une vie magnifique, Alexandre. 3 enfants merveilleux, 6 petits-enfants adorables, une histoire d'amour qui a résisté à toutes les épreuves. Je ne regrette rien de ce parcours, pas même les difficultés du début qui nous ont rendus plus forts. En effet, leur amour avait traversé quelques tempêtes au fil des années. Les crises d'adolescence d'Emma qui testaient les limites, les moments de doute de Thomas sur ses origines, les défis liés à l'éducation de 3 enfants si différents. Mais chaque épreuve surmontée ensemble avait renforcé leurs liens familiaux et leur complicité de couple. Alexandre, maintenant retraité mais toujours actif dans sa fondation, passait ses journées entre sa famille et ses projets philanthropiques. Il avait légué son empire financier à ses collaborateurs les plus méritants, gardant seulement les parts nécessaires pour financer ses œuvres caritatives. Sa transformation personnelle était devenue légendaire dans le milieu des affaires. De l'iceberg redouté, il était devenu un exemple de réussite humaine autant que professionnelle. Un matin de printemps, presque 20 ans après leur première rencontre, Alexandre se réveilla avant Léa et la regarda dormir paisiblement à ses côtés. Ses cheveux gris, argentés étalés sur l'oreiller, son visage détendu par le sommeil, elle lui paraissait toujours aussi belle qu'au premier jour. Il repensa à toutes ces années de bonheur partagé, à tous ces enfants élevés avec amour, à toute cette joie qu'elle avait apportée dans sa vie. Léa ouvrit lentement les yeux et sourit en voyant son mari qui l'observait. « Bonjour mon amour » murmura-t-elle. « À quoi pensez-vous avec cet air songeur ?» Alexandre lui caressa tendrement la joue. « Je pensais à nous, à cette chance incroyable que nous avons eue de nous trouver, à tout ce bonheur que nous avons construit ensemble. Et je me disais que si c'était à refaire, je ferais exactement les mêmes choix. Même accepter l'entêté nounou qui osait contredire le grand Alexandre Beaumont, taquina Léa. Surtout accepter cet entêté nounou, répondit-il en l'embrassant. C'est elle qui m'a sauvé la vie. C'est elle qui a transformé un homme brisé en époux comblé et père épanoui.
C'est elle qui a donné un sens à tout ce que j'avais construit professionnellement, en me montrant que la vraie richesse, c'est l'amour d'une famille. Ils se levèrent pour préparer le petit déjeuner familial dominical. Comme chaque week-end, Emma viendrait avec sa famille, Thomas avec la sienne et Céleste avec son compagnon. L'hôtel particulier s'animerait une fois de plus, des voix joyeuses de 3 générations réunies autour de la même table, partageant bien plus que des repas, des histoires, des rires, des projets, des rêves. En descendant dans la cuisine main dans la main, Alexandre et Léa croisèrent le portrait d'Isabella accroché dans le couloir, à côté des photos de famille récentes. Cette image ne les troublait plus, elle faisait simplement partie de leur histoire. Emma avait eu raison de maintenir sa mère biologique présente dans leur nouvelle vie. L'amour véritable n'exclut pas, il inclut et transforme. « Merci Isabella », murmura Alexandre en passant devant le portrait. « Merci de nous avoir envoyé Léa. Merci de veiller sur notre bonheur. » Léa serra sa main, émue par cette reconnaissance paisible de celui qui avait été le premier grand amour de son mari. L'histoire d'Alexandre et Léa Beaumont était devenue une légende moderne, preuve que l'amour peut renaître de ses cendres, que les familles peuvent se reconstruire sur des bases nouvelles, que le bonheur est possible même après les plus grandes tragédies. Leur exemple inspirait tous ceux qui les connaissaient et continuait de résonner bien au-delà de leur cercle familial. Quand le soir tombait et que la grande maison retrouvait son calme après le départ des enfants et petits-enfants, Alexandre et Léa s'installaient dans leur salon préféré, celui où Emma avait fait son premier dessin avec sa future belle-mère, celui où s'étaient écrits les premiers chapitres de leur histoire d'amour familial. « Nous avons réussi, n'est-ce pas ?» disait parfois Léa en regardant les photos de famille qui ornèrent les étagères. « Nous avons créé quelque chose de beau et de durable. » Alexandre acquiesçait en contemplant le chemin parcouru depuis ce veuf milliardaire qui avait juré de ne plus jamais aimer, jusqu'à cet homme comblé entouré d'une famille nombreuse et unie. Leur amour avait non seulement survécu au temps, il s'était enrichi, approfondi, multiplié. De leur union était né non seulement le bonheur retrouvé d'Alexandre et l'épanouissement de Léa, mais aussi la joie d'Emma, l'intégration réussie de Thomas, la croissance harmonieuse de Céleste et maintenant le bonheur de 6 petits-enfants qui grandissaient dans la sécurité affective que leurs grands-parents avaient su créer. L'histoire se terminait comme elle avait commencé, dans l'amour, mais un amour transformé, multiplié, partagé entre de nombreux cœurs qui battaient à l'unisson. Alexandre avait appris qu'on ne remplace pas un grand amour, on en découvre un nouveau, différent, mais tout aussi vrai. Léa avait prouvé qu'une nounou pouvait devenir bien plus qu'une employée, une épouse aimante, une mère dévouée, une grand-mère gâteuse et surtout l'âme d'une famille recomposée avec amour et patience. Et dans les jardins de l'hôtel particulier du 16e arrondissement, quand le vent faisait danser les roses que Léa avait plantées, on pouvait presque entendre le rire cristallin d'Isabella qui approuvait ce bonheur qu'elle n'avait pu vivre mais qu'elle avait, d'une certaine façon, rendu possible en quittant cette terre assez tôt pour qu'Alexandre apprenne la valeur de l'amour retrouvé. Ainsi se terminait l'histoire du milliardaire qui avait juré de ne plus jamais aimer, jusqu'à ce qu'il voie la nouvelle, nounou de sa fille. Une histoire qui prouvait que les contes de fées existent vraiment, pourvu qu'on ait le courage d'ouvrir son cœur à l'amour quand il se présente, même sous la forme la plus inattendue. Voilà la fin de cette longue histoire d'amour et de famille recomposée. J'espère que vous avez apprécié ce voyage émotionnel aux côtés d'Alexandre, Léa, Emma et leur belle famille. Qu'avez-vous pensé de cette conclusion? Le message d'espoir et de résilience vous a-t-il touché? N'hésitez pas à laisser un like si cette histoire vous a plu et à partager en commentaire vos moments préférés ou vos réflexions sur cette belle aventure humaine. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce conte moderne.